Donc je ne sais pas si vous étiez tous là à la table ronde précédente, mais ce qui est ressorti de nos discussions sur la géopolitique de l'énergie et quand on a resserré le champ sur la France, c'était la nécessité d'électrifier les usages, parce que sans électrification, la question de la production peut apparaître comme un sujet vain. Et avec vous, Christian Buchel, j'ai envie de reposer le socle de la discussion. Pourquoi est-ce que électrifier les usages, c'est aussi important? Bonjour à toutes et à tous. Et puis bravo effectivement d'avoir pu reformater cette matinée en fonction de l'actualité. Ah, ça a été du sport, hein, je peux Ça a vous été du assurer. sport, c'est ce que je comprends de votre présidente. Donc d'abord me réjouir que comme président de l'UFE, on ait voilà, une fédération comme France Renouvelable aussi active au sein de notre fédération, hein, puisqu'on réunit l'ensemble des acteurs de l'électricité. Et à votre question, je trouve que le débat précédent sur la géopolitique a très bien répondu, David. Et je crois que c'est notamment Cédric Philibert, à qui vous avez plus ou moins posé la question, qui a clairement, en parlant notamment de la Chine et de la compétitivité de la Chine, dit que le sujet, effectivement, qui est notre sujet commun hein, pour l'ensemble des acteurs de France Renouvelable et donc au sein de l'Union française de l'électricité, on pousse à fond pour redonner du sens. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de PPE, on parle de nucléaire, on parle de renouvelable ici ce matin, beaucoup. Et en fait, on oublie le mot électricité. Et c'est quand même incroyable d'oublier ce mot-là. Quand on est en France, quand on a l'histoire qui est la nôtre, quand on a eu la fierté des inventeurs de l'électricité il y a plus d'un siècle et demi, comment c'est possible que dans notre pays, on ne sache plus parler du bien commun que vous, là, entreprise membre de France Renouvelable, vous produisez? Je parle de l'électricité. Citez-moi depuis un siècle et demi un progrès, qu'il soit économique ou social, qui s'est fait sans électricité. Réfléchissons ensemble. L'électricité est ce qui a transformé nos sociétés développées. Et on l'oublie, ça. L'électricité est tellement invisible, tellement silencieuse, elle ne fait pas de bruit, elle n'émet pas de CO2, et donc on l'oublie un peu. Et donc l'électrification des usages, c'est effectivement, je crois, c'est redonner du sens. Anne-Catherine de Tourtier a parlé ce matin d'intérêt général. Je pense que l'intérêt général pour un pays comme le nôtre, on devrait le dire à mon sens au plan européen, on y travaille aussi à l'UFE, ce serait de redonner de la souveraineté en plus de la compétitivité, de la lutte contre le climat, parce que l'électricité est le seul vecteur énergétique qui permettent de façon massive à lutter contre le réchauffement climatique. Et comment se fait-il, encore une fois, avec l'histoire qui est la nôtre, avec l'électricité qui a traversé, je pense notamment à la période entre les deux guerres, on a été une fierté dans les écoles, on parlait d'électricité dans les écoles, les institutrices, souvent plus que les instituteurs à l'époque, il y en avait moins, parlaient de l'électricité. Puis on a oublié tout ça dans des débats techniques, dans des mots techno, qu'on utilise encore aujourd'hui. Ce matin, on en a utilisé pas mal. Et on oublie, quand on dit ça, et ça arrange beaucoup de gens dans le monde, on oublie que, ça a été dit, hein, dans l'énergie finale, alors qu'on a l'histoire qui est la nôtre, dans l'énergie finale, c'est même pas un tiers, c'est 27% pour être précis, d'électricité utilisée dans la mobilité, dans le bâti, dans l'industrie. Un tiers. Donc quand je soustrais un tiers de 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 60%, après il y a d'autres énergies plus marginales, il y a 60% d'importation d'hydrocarbures. On a l'habitude de dire que nous importons par jour, tous les jours, je ne sais pas quelle heure il est, là, il est presque midi, donc on a passé presque la moitié de la journée, donc on sera à midi, on sera à 100 millions d'euros d'hydrocarbures importés dans notre pays. Donc Benoît Leguet a rappelé à quel point ça nourrit par ailleurs les conflits, exactement. Les géopolitiques, si j'ai bien entendu, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, il dit même qu'effectivement, l'énergie est un bon levier d'investissement pour la paix dans le monde, et en tout cas pour la paix sur notre continent. Donc effectivement, le sens qui nous réunit avec France Renouvelable, hein, je veux vraiment me réjouir de la force de la contribution de France Renouvelable au sein de notre fédération, c'est de redonner du sens et de reparler de l'électricité. Donc moi j'ai trois messages rapidement. Le premier, c'est qu'effectivement, autour de ces 27%, il faut qu'on soit tous convaincus, je permets de dire, y compris les entreprises et chacun des développeurs, chacun des prospecteurs, chacun des exploitants de vos entreprises à France Renouvelable,
qu'on remette l'usage de l'électricité dans notre discours. Dans le bâti, ça a été dit, je ne partage pas tout à fait ce qui a été indiqué sur le bâti, sur l'efficacité des rénovations. Je vous invite à lire l'étude de l'ADEME qui est sortie il y a quelques jours, je crois jeudi dernier, qui montre, y compris pour des bâtis non rénovés au sens isolation, j'ai en tête un chiffre par exemple sur des maisons individuelles, Scope je crois 2,3 si ma mémoire est bonne, c'est 850 € de moins en changeant juste la chaudière gaz par une pompe à chaleur. Donc après, si en plus vous avez la chance d'avoir d'aide pour la pompe à chaleur, donc dans le bâti... Ça c'est toujours une vaste question. Dans la mobilité, je termine juste, dans la mobilité, je trouve qu'on devrait dire de façon plus explicite, c'est vrai que ça a été dit, hein, sur le leasing, ça a tellement bien marché qu'on l'a arrêté. Je me réjouis d'entendre que plusieurs partis politiques européens veulent le relancer au niveau européen. Bon, il y a quelques différences avec des pays voisins, mais le rendement technique, pardon de parler un peu ingénieur, mais le rendement technique de la mobilité d'un véhicule électrique, c'est comme si vous rouliez à 1,6 litre au 100 km. C'est comme si vous rouliez à 1,6 litre au 100 km. Après, vous avez le tertiaire. Je ne vais pas balayer tous les segments d'usage, mais encore une fois, je pense que le premier message, c'est que notre objectif commun devrait être effectivement de rompre ces 30 années de stagnation. Ça a été dit, je crois, par M. Philibert aussi. Notre analyse, c'est que sur les 5000 produits manufacturés qu'on compare dans le monde, plus de la moitié des produits manufacturés en Chine sont sur une trajectoire où il y aura moins de CO2 dans le produit que nous en Europe. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que les normes climatiques vont peut-être être fixées par la Chine parce qu'ils avancent beaucoup plus vite que nous dans l'électrification des usages. Je passe juste le deuxième message pour pas l'oublier. Le deuxième message, c'est que, et là, France Renouvelable, là aussi, me permet presque de vous féliciter collectivement, c'est de bien intégrer que la production, quelle qu'elle soit, d'électrons, du renouvelable en particulier, il faut avoir une bonne connaissance. Donc, développer dans vos entreprises, vous le faites au niveau de la fédération, la connaissance du système électrique. Et donc de la valeur de la flexibilité de la demande. Et je pense dans votre profession aussi, c'est important de comprendre c'est quoi le pilotage d'une borne de recharge, c'est quoi le pilotage, c'est quoi la transcription des heures, enfin, le positionnement des heures creuses, heures pleines sur la cloche solaire. Tous ces sujets de flexibilité et de compréhension, d'abord c'est très utile pour vous raccorder plus vite. Je pensais que Kennedy c'était autour de la table aussi, mais tous les raccordements, je pense c'est très important pour vous. Hein, donc, mais de comprendre le système électrique, donc ça c'est le deuxième message. Et puis je m'arrête au troisième message qui découle des deux premiers. Le premier message c'était électrifier, ça doit être aussi votre cible, votre objectif stratégique. Le deuxième message, c'est le système électrique dans son ensemble. Et le troisième message, cet été, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme fake news tout l'été sur le renouvelable, sur ce que ça coûte, ce que ça a coûté hier, ce que ça a coûté demain, ce que coûtent les réseaux. Donc une somme de fake news. On y travaille ensemble pour, non pas devant les téléviseurs, parce que ce n'est pas toujours ça qui est le plus efficace, mais pour remettre de la science et de la rationalité et de la vérité un peu scientifique dans le sujet. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, j'étais très heureux d'entendre votre présidente ce matin évoquer que vous créez un fonds, si j'ai bien compris ce qui a été dit, un fonds pour les territoires, parce que je pense, et pas seulement parce qu'il y a les municipales qui arrivent, mais je pense qu'il faut emmener les Françaises et les Français dans la compréhension de la transformation du système, et donc que vous investissiez dans ce fonds, et en le dédiant, en invitant les élus locaux à aller justement sur l'électrification des usages, à sortir de ces 27%. Je redis comment c'est possible qu'un pays comme la France reste bloqué à 27% d'électricité dans ses usages finaux. C'est incompréhensible, au-delà que ça soit dramatique pour le climat et pour notre souveraineté énergétique. Et le troisième message, il est vraiment lié à un peu mes premières phrases, c'est que je pense que vous devriez tous, là, quel que soit votre métier dans le renouvelable, que vous soyez prospecteur, que vous soyez développeur, que vous soyez exploitant, que vous soyez des ambassadeurs de l'électrification des usages. Vous voyez, je ne vais pas faire si je n'y ai pas pensé, si j'ai peut-être oublié, mais vous voyez, on a sorti la semaine dernière, j'ai évoqué l'étude de l'ADEME sur les pompes à chaleur. On a fait avec la fédération
française des constructeurs de pompes à chaleur, Avec l'AFPAC, oui. l'AFPAC, qui fait du très bon travail. On a sorti des arguments, des arguments scientifiques, des arguments chiffrés. Je prends cet exemple parce qu'il date d'il y a quelques heures, mais je pense que vous devriez tous, pour donner du sens à votre métier, pour donner de la finalité pour les Françaises et les Français, pour notre souveraineté, pour le climat et je dirais quelque part pour la compétitivité et le pouvoir d'achat, mais porter des messages sur la mobilité, donc la mobilité électrique, la voiture. Les camions l'ont compris d'ailleurs, hein. Les transports lourds s'électrifient très très rapidement. Je pense que le collègue de Lavert pourra donner plus de chiffres que moi. Mais vous devriez tous, enfin c'est un appel un peu solennel que je fais, dans votre métier, être des ambassadrices et des ambassadeurs de l'électrification des usages. Et ça donnera du sens. Et je pense que ça vous positionne dans un, on va dire, dans un collectif qu'on incarne avec l'UFE et d'autres, bien sûr. Mais voilà, avec l'UFE, on réunit tout ce monde autour de l'électricité pour redonner de la fierté, pour être capable, comme on a su le faire hier, d'être capable demain de dire l'électricité, c'est le progrès. Alors, donc, je vous propose de conserver votre micro, parce que je vais vous poser 2-3 petites questions. Benoît Leguet disait tout à l'heure qu'il y avait évidemment un lien entre la lutte pour la préservation du climat ou la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et les énergies renouvelables, l'électrification. Est-ce qu'à l'UFE, vous avez objectivé, est-ce que, pour faire un petit peu d'ancrage, quand on remplace une TEP, une tonne équivalent pétrole, par de l'électricité, quel est le gain en matière d'émissions de CO2? Est-ce que ça a été quantifié? Alors, on a par type d'usage, effectivement, on a quantifié, je ne vais pas vous donner des chiffres là, mais j'ai pompe à chaleur, par exemple, en tête. Et je reprends l'exemple, puisque c'est la personne évoquait aussi cet usage-là. J'ai plus les grammes en tête, mais ce qui est sûr, c'est que ne serait-ce que remplacer une chaudière, gaz ou fioul, par une pompe à chaleur, c'est le meilleur gain parce que du coup, vous ne faites pas d'isolation. En termes d'efficacité pour tuer le CO2, si c'est votre question, plus en tête, mais c'est vraiment, d'ailleurs ça doit être là-dedans, je ne vais pas le dire là, mais ça doit être là-dedans. Et ça, c'est effectivement, vous avez raison d'être très précis, c'est des choses qu'on devrait porter tous collectivement. Pour encore une fois dire que votre métier de transformation, de transition, il sert, il est utile et il transforme la société en bout de chaîne. Alors, s'il y a bien un secteur d'activité qui consomme de l'électricité, c'est l'économie numérique. On en a un représentant ici avec Grégory Lebourg, juste à ma gauche, responsable environnement chez OVH Cloud. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu déjà ce que fait OVH Cloud? Dans quelle mesure est-ce que vous consommez de l'électricité et pour en faire quoi? Alors effectivement, OVH Cloud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cloud service provider, c'est donc un fournisseur de services cloud. Le cloud étant la capacité de faire des calculs et du stockage de données à distance, accessible 24 heures sur 24, quel que soit le point de la planète. Cette industrie du numérique, et notamment sur sa partie d'hébergement de données et de processing de données, ce qu'on appelle les data centers, est effectivement une industrie très énergivore. Et il se trouve que nous, on ne parle pas d'électrification parce que, par défaut, vous n'utilisez que l'électricité. Alors peut-être donc la question, c'est comment elle est produite. Voilà. Alors pour mettre les chiffres en perspective, juste pour la filière de manière macroscopique, et puis après je viendrai aux chiffres, aux bornes d'OVH Cloud qui a 450 000 serveurs dans 45 data centers à travers le monde. Globalement, si on fait une photo de la consommation électrique de notre industrie, côté data center uniquement, on était sur 420 TWh de consommation électrique en 2024. Pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près la consommation de la France annuellement, hein, puisqu'on est aux alentours de 440 TWh. Que quand on regarde le passé, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, cette consommation électrique était en croissance, mais en croissance assez raisonnée, assez faible, du fait d'une adoption massive de move to cloud, c'est-à-dire on quittait les data centers historiques propriétaires des entreprises qui étaient très inefficaces. On veut mieux gérer la planification des ressources IT en les concentrant dans les data centers. Et puis, il y a eu aussi les fabricants de semi-conducteurs qui ont énormément travaillé sur le fond de l'efficacité du hardware, etc., etc. Mais on voit un décrochement. On voit un décrochement qui est en deux phases. 2009-2014, on était sur un taux de croissance de 7% annuel. Et depuis 2014, si on regarde 2019-2024, on était plutôt sur un taux de croissance de 13%. Bon, ce décrochement s'explique de plein de manières. On est un peu en train de gratter l'os en termes d'efficacité énergétique des systèmes. Et surtout, il y a un effet rebond qui est là et qui explique effectivement la forte croissance de notre secteur. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se projeter dans le futur.
et notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui est quand même une sorte de tsunami qui nous arrive. Et quand on regarde un peu les projections, alors on ne peut jamais faire confiance aux projections, c'est évident, mais en fonction des études, et notamment le Shift Project a fait une étude il y a une dizaine de jours très intéressante, on estime que d'ici 2030, ce serait multiplié par 3. Donc on serait aux alentours de 1250 TWh à l'échelle mondiale. Je pense qu'il est plus raisonnable de cibler plutôt un doublement de l'usage, plutôt aux alentours de 900-950 TWh, parce que je pense que dans le modèle du Shift, il y avait un certain nombre de biais méthodologiques, notamment sur l'incapacité à financer tous les projets qui sont en cours, et puis éventuellement aussi un éclatement de la bulle, de l'IA, parce qu'on n'est encore pas sûr de l'usage, on n'est pas sûr du business model, et tout ça va un petit peu se réguler. Mais ça augmente. Alors, les chiffres pour OVH Cloud, c'est quoi? C'est globalement 520 TWh de consommation, gigawattheures de consommation électrique annuellement. Une grosse partie, presque 300 gigawattheures en France. Et la grande spécificité de notre usage, c'est qu'on est une industrie de flux continu. On est du 24/7. On ne peut pas arrêter le cloud la nuit. On ne peut pas simplement coller à la production électrique lorsqu'elle est, par exemple, prédominante sur les énergies renouvelables et en particulier l'énergie solaire. Donc ça, c'est une des premières contraintes. Et j'ai envie de dire, la grande difficulté que l'on a, nous, c'est à la fois de continuer à avoir cette croissance de notre base installée de serveurs, cette croissance organique de notre activité, tout en maintenant les émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, je vous inonde de chiffres, je suis désolé, mais ça permet d'illustrer le point. Aujourd'hui, dans un bilan carbone d'une entreprise comme la nôtre, la partie de consommation électrique, le scope 2, ce qu'on appelle les émissions indirectes, donc l'usage de l'électricité, c'est vraiment ça dont on parle, c'est globalement 45% de nos émissions. Et dès lors qu'on se dote d'une trajectoire de décarbonation comme l'on a fait, donc nous on s'est mis en phase avec les accords de Paris pour donc limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, eh bien on a un énorme travail à faire. Et pour nous concrètement, ça veut dire quoi? Que malgré cette croissance électrique que l'on va subir, il faut qu'on divise de 73,4%, qu'on réduise de 73,4% nos émissions entre 2022 et 2030. Donc nous, notre enjeu, c'est de la fourniture continue d'électricité. C'est un poids financier assez certain dans notre PNL, donc il faut aussi qu'on soit extrêmement focus sur le prix d'achat, mais surtout sur la nature de l'électricité. Donc nous, le renouvelable n'est pas une option, c'est une obligation. Donc la question, c'est l'approvisionnement finalement. Et donc le problème, c'est l'approvisionnement, avec en plus une logique à laquelle on s'est conforté depuis maintenant plusieurs années, qui est de dire ça n'a pas de sens d'acheter des instruments financiers, d'acheter des garanties d'origine, par exemple, à l'autre bout de la planète, pour reconnaître la décarbonation de notre mix électrique. C'est ce qu'on appelle la cohérence spatiale. Il est important de se dire qu'en tant qu'acteur énergivore, on paye l'électricité un petit peu plus cher, c'est vrai, mais pour stimuler l'offre, pour stimuler la production d'énergie renouvelable localement. Alors localement, ça ne veut pas dire à côté du data center, bien évidemment, mais l'idée, c'est de se dire que les data centers en France seront couverts par de l'électricité renouvelable produite en France. Alors les garanties d'origine, c'est un bon mécanisme, ça existe partout dans le monde, Renewable Energy Certificates aux États-Unis, certificat d'énergie renouvelable au Canada par exemple, mais aussi l'idée, c'est de faire en sorte que cette production d'électricité, elle soit aussi en 24/7. Et c'est là le gros enjeu, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la cohérence temporelle, c'est de s'assurer qu'à tout point de la journée, on soit couvert, alors au pas de 5 minutes, au pas d'un quart d'heure, au pas d'une heure, ça on verra un petit peu les méthodologies qui sont mises en place, mais d'avoir ce continuum en fait de fourniture, d'adéquation entre l'offre et la demande à l'échelle de nos usages. Merci à vous pour cet éclairage. En tout cas, on a bien compris effectivement que l'économie numérique, elle allait continuer à croître, qu'elle allait avoir encore plus de besoins en matière d'approvisionnement, en matière de raccordement, puisque vous allez installer des data centers supplémentaires en France et plus largement dans le monde. On a été rejoint par Mathias Pofs. Alors je vous mets à l'aise, Mathias, on a commencé un peu en avance. J'ai vu ça. Voilà, donc pour vous résumer, donc, Christian Buchel a introduit la table ronde pour l'UFE, Grégory Lebourg pour OVH. Et donc là, on voit effectivement un acteur d'une économie qui est en devenir, donc qui existe depuis quoi? OVH Cloud, ça existe depuis combien de temps? 1999, voilà, 26 ans. 26 ans, donc assez récent finalement. Et Enedis, vous pourrez peut-être vous présenter, mais je ne suis même pas sûr que ce soit tout à fait nécessaire au vu du parterre et de l'audience qui nous écoute. Vous êtes entre vous, ceux qui produisent de l'énergie et ceux qui la consomment. Vous représentez le réseau. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous adaptez à cette demande grandissante d'électricité que l'on souhaite d'ailleurs pour décarboner, comme le rappelait Christian Buchel, et puis les producteurs, les énergéticiens qui eux introduisent des électrons sur le
sur le réseau et plus tout à fait comme on le faisait depuis quelques décennies. Alors vous avez dit beaucoup de choses. Alors j'avais prévu d'être un peu en avance au cas où ça démarrait avant, mais le moyen de transport décarboné qui m'a cheminé ici a eu un petit incident voyageur. Donc comme quoi les flux et l'acheminement c'est important. Alors je connais bien OVH. Alors Enedis, vous l'avez dit, je ne vais pas le représenter. C'est plutôt celui qui achemine sur le réseau public de distribution dans 95% du territoire auquel s'ajoutent les entreprises locales de distribution, l'électricité, j'allais dire, en complément du réseau de transport pour constituer le système électrique. Alors, dans la décarbonation, on le voit bien, dans l'utilisation de l'énergie, je dirais qu'il y a 3 grands domaines, 3 piliers. Il y a un pilier qu'on connaît depuis longtemps, qui est la décarbonation. On en parle maintenant depuis beaucoup de temps. Dans les événements géopolitiques récents, on a vu apparaître et qui s'est renforcé, c'est le pilier souveraineté. Et puis, on a un pilier qui ne va pas nous occuper aujourd'hui, mais qui est quand même dans le système globalement important, c'est non pas le prix, parce que le prix, c'est subjectif, mais l'affordability, je le dis souvent en anglais, c'est la capacité à acheter au bon prix l'électricité, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour, et vous le disiez dans votre PNL, la présence du coût d'électricité, ou alors pour les particuliers. Donc, si on regarde la dynamique aujourd'hui de décarbonation, elle est tirée par le transfert des usages, et je pense que Christian en a parlé sur l'électrification. Donc quand on dit électrification, ça veut dire c'est un double impact, c'est-à-dire que c'est de l'électrification qui est de plus en plus diffuse, que ce soit à l'injection ou au soutirage. Donc on voit des dynamiques très fortes. Alors sur les énergies renouvelables, c'est très notable, hein. On est maintenant passé d'un raccordement à 5 à 6 gigawatts d'ENR par an. Ce sera ce qu'on va déployer aujourd'hui. On avait déployé 5 gigawatts l'année dernière. Donc vous voyez, on est encore en croissance. C'est un rythme qui va maintenant, je pense, se stabiliser parce que conforme, alors si on n'a pas encore la PPE3, on voit bien que les chiffres annoncés devraient être sur des rythmes qui sont un peu de cette nature, 5 à 6 gigawatts d'ENR par an. C'est surtout quand on a dépassé mi-année les 1,2, 1,3 millions d'installations. Donc on est à la fois sur une augmentation du volume, mais aussi une augmentation du nombre, et ce n'est pas sans avoir un impact sur le réseau, puisque c'est une production et une consommation qui est beaucoup plus diffuse. La production diffuse de NR, mais également la production diffuse de nouveaux usages, et le plus connu et qui touche l'ensemble des utilisateurs, c'est le véhicule électrique par exemple. On a déployé 4000 raccordements, y compris dans le domaine privé. On a dépassé les 2 millions d'installations de recharge véhicule en France, hein, dont 170 000 en domaine public. Alors je vous parle du domaine public et du domaine privé, parce qu'on parle souvent du domaine public, mais Enedis, on raccorde aussi bien le domaine public que le domaine privé. Et une des équations aujourd'hui pour continuer à déployer le véhicule électrique, c'est de pouvoir raccorder dans le résidentiel collectif. Et vous savez que c'est un vrai défi. On est passé de 4000 raccordements à 6000 raccordements cette année, donc on est en croissance. On est également en accompagnement des collectivités de leur côté qui réfléchissent à l'électrification de leurs lignes de bus, par exemple. Donc on a comme à Vichy, comme à Rouen ou encore comme à Amiens, des bus qui passent en flotte électrique avec des technologies un peu différentes. Certaines sont en recharge brute, on va dire au dépôt ou en bout de ligne, d'autres sont en biberonnage. Donc on voit bien qu'on a plusieurs façons d'utiliser l'électricité. Et puis on le parlait, les nouveaux usages et notamment l'électrification. Et là je le fais un peu avec la souveraineté, c'est l'électrification des usages, puisque la France a un défi qui est à la fois de réindustrialiser, mais également de décarboner. Donc c'est de la réindustrialisation décarbonée, et donc comment on travaille avec des industriels, avec des entreprises pour les aider à accompagner leur transfert de process, et puis l'émergence de nouveaux besoins, notamment dans le numérique avec les data centers ou les hypercalculateurs. On entend parler de puissance de raccordement jusqu'à 1 gigawatt. Donc c'est des choses, 1 gigawatt, ça ne parle pas vraiment en français, c'est plus d'un réacteur nucléaire, 1 gigawatt. Donc vous voyez, on est dans des dimensions qui sont énormes, ce qui nous amène quelque part à accompagner, si je reviens à Enedis, d'abord accompagner en interne avec l'électrification de notre flotte. On a plus de 40% de nos véhicules aujourd'hui légers hors intervention qui sont passés à l'électrique. C'est 7500 véhicules sur 18 000. On poursuit pour aller vers la totalité de l'électrification. Et bien sûr, on a les investissements qui accompagnent, parce que pour raccorder ces millions d'installations aussi bien en soutirage qu'en injection, il y a des investissements qui sont nécessaires. Et puis on a les investissements qui accompagnent, parce que pour raccorder ces millions d'installations aussi bien en soutirage qu'en injection, il y a des investissements qui sont nécessaires. Et puis on a les investissements qui accompagnent, parce que pour raccorder ces millions d'installations aussi bien en soutirage qu'en injection,
On a un plan que vous devez connaître, hein, ce chiffre est assez connu. Entre 2022 et 2040, c'est 96 milliards d'euros d'investissement sur le réseau. Donc il y a une partie, environ 30 milliards d'euros, qui est consacrée à la résilience climatique. Vous le voyez avec le changement climatique, les inondations, les tempêtes. On a à avoir un réseau qui est plus résilient aux impacts des effets climatiques. Et puis, pour une partie de l'ordre de 53 milliards, qui est quand même pas rien, c'est accompagner ces électrifications des usages, soit par le raccordement des consommateurs, et là on est de l'ordre de 23 milliards, les ENR une dizaine de milliards, et puis les infrastructures de recharge de véhicules électriques, une autre dizaine de milliards, et des renforcements de l'ordre de 23 milliards. Donc vous voyez, c'est des chiffres assez considérables qui nous obligent à avoir de nouvelles façons de raccorder. C'est plus de 100 postes sources qui seront réalisés d'ici 2030. On va passer à la création de 20 postes sources par an. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien, un poste source, c'est la frontière entre le réseau, on va dire, de transport et le réseau de distribution. Donc c'est 225 000, 20 000. C'est des installations qui sont conséquentes. On va en faire 20 par an. On était plutôt à 4-5 par an. Donc c'est x4 avec des investissements qui suivent. Et puis, quelque part, une notion d'accompagnement de l'aménagement du territoire. On est vraiment dans cette logique. Parler des IRVE, les schémas directeurs d'infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les collectivités, c'est une réalité. Il y en a 95 à fin septembre qui ont été votés. Comment on accompagne cela? Et forcément, il faut avoir une approche globale d'infrastructure. Donc, on est vraiment dans un cadre où on regarde comment cette infrastructure se transforme. Et quand on voit les cadences avec des multiples à plusieurs chiffres sur toutes les dimensions, forcément, si je reviens à la souveraineté, il y a aussi l'accompagnement des achats, de la montée en compétences. On a développé l'école des réseaux avec les partenaires pour avoir les compétences. Et plus récemment, le lancement de la fédération des industriels, la fédération industrielle des entreprises des réseaux électriques, FIER, qui a pour but, avec Enedis, RTE et les acteurs de la profession, d'accompagner le développement des usines en France de construction de matériel. La croissance, c'est concrètement, pour Enedis, ça a attiré la construction entre 12 et 15 usines en France de matériel, puisqu'il faut des câbles, il faut des postes, il faut des outils pour raccorder. Donc on voit très bien que cet aménagement du territoire qui est en train de transformer notre paysage avec des niveaux de production qui sont ramenés sur le réseau de distribution, entraîne tout un plan d'investissement et quelque part un nouvel équilibre à trouver entre consommation, injection, décarbonation au niveau local, mais aussi au niveau national. C'est donc une recherche de solutions globales et non plus de produits, entre guillemets, et d'objets techniques très localisés. Alors, on voit effectivement les enjeux sont grands, ils sont forts. Enedis, on a entendu régulièrement le fait que c'était compliqué quand on voulait raccorder une installation aussi bien en production qu'en consommation, ça prenait beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des informations à nous donner par rapport au fait qu'aujourd'hui ces délais ont été réduits? Alors les délais ont été largement réduits dans tous les segments. Ce n'est pas pour autant qu'on ne travaille pas encore à simplifier, mais alors quand on dit par exemple construire 100 postes sources, on est comme vous, c'est-à-dire qu'il y a la réglementation environnementale, il y a l'application de la ZAN, il y a l'application des enquêtes 4 saisons, il y a l'application... Et donc, on ne s'affranchit pas, bien qu'étant un opérateur de service public, de l'ensemble de la réglementation environnementale et technique. Et donc, même si on cherche à tuiler un maximum les délais de réalisation de ces parties administratives, il y a encore ce point-là et on y travaille pour accélérer. Alors, il y avait eu une loi sur l'accélération des ENR qui avait permis d'avoir quelques avancées, mais on travaille encore sur ces sujets-là. Et puis, on cherche à simplifier parce que, en fait, le raccordement, c'est... et vous le connaissez bien, c'est un processus qui traverse l'ensemble des dimensions de l'entreprise et des entreprises qui est la nôtre, Enedis, mais également des entreprises dans des aspects administratifs, techniques, économiques, des modèles de gestion de priorité. Quand on est dans des chiffres de croissance d'investissement où sur la période 2000-2010, on investissait 1,9 milliard d'euros par an. Sur 2010-2020, c'était 3,5 milliards d'euros par an. Là, on est à 6 milliards. Donc vous voyez le rythme et la cadence qu'il faut suivre dans un objet industriel qui est multiréparti. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une usine, ce serait déjà compliqué. Notre usine, c'est le territoire français. Et donc autant de pièces, entre guillemets, à produire, de raccordements, c'est autant de lieux à connaître, à maîtriser, l'environnement, je le disais, l'aspect réglementaire, l'aspect technique et la co-construction de vos projets de raccordement, que ce soit en ENR ou en soutirage. Donc c'est vraiment un petit projet individuel qui doit être industrialisé dans un territoire de l'usine qui est la France.
Grégory, j'imagine que la question du raccordement de vos data centers, c'est stratégique. Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre panel de pilotage? Alors dans le panel de pilotage, ça commence déjà au départ sur le choix du site. Alors nous, on a un modèle un peu particulier sur nos data centers. En fait, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on maîtrise toute la chaîne de valeur en fait, du cloud. Et ça veut dire quoi maîtriser la chaîne de valeur chez nous? Ça veut dire en fait qu'on conçoit nos propres serveurs. On achète des composants sur étagère, hein. On n'est pas capable de faire des semi-conducteurs. On achète des composants, on assemble nos serveurs et on a décidé, création d'entreprise en 1999, production des serveurs en 2001. Dès 2002, on a décidé en fait de les refroidir différemment et de faire du refroidissement à l'eau en boucle fermée qui permet d'avoir une efficacité énergétique bien supérieure à la moyenne du marché. Juste pour illustrer le point, hein, nous on mesure notre efficacité énergétique par un indicateur qui s'appelle le PUE, le Power Usage Effectiveness, une sorte de rendement inversé, hein, c'est la consommation des data centers divisée par la consommation de ce qui a de la valeur, à savoir les serveurs et les équipements réseau qui amènent la connectivité. Donc, comment contrôler ça? On a pu faire des baies spéciales avec de la circulation d'eau à l'intérieur. Et donc, nous, nos data centers n'ont pas besoin de faire du refroidissement à l'air. On n'a pas besoin de gérer l'aérolique, de faire des faux planchers, des faux plafonds. Ce qui fait que l'objet industriel dont on parle peut être n'importe quelle ancienne friche industrielle. Donc, nous, on rénove des friches industrielles, on redonne une deuxième ou une troisième fille à des vieux bâtiments pour les transformer en data centers. Donc ça, c'est assez unique, hein. On a 100% de data centers qui sont du réemploi d'anciennes friches industrielles. Et donc, dans le choix et on le fait partout dans le monde, hein, c'est le même modèle partout dans le monde. Donc, le choix du site, c'est d'abord un foncier avec de la place, un bâti dans l'état dans lequel il doit être, et puis s'il n'est pas bien, on le rénove. Oui, une friche, Et, a priori, et de toute façon, un raccordement électrique. Donc ça nous permet d'avoir un go-to-market assez rapide, plutôt que de passer 18 à 24 mois entre l'idéation et le premier service cloud vendu. Nous, on est sur des cycles beaucoup plus courts, qui sont de l'ordre de 6 à 8 mois. Et puis, dès la phase de lancement, comme on sait qu'on a une croissance organique importante, eh bien, on discute avec les acteurs du réseau, et Enedis en particulier, pour planifier. Ce qui fait que globalement, on n'a pas de barrière à l'entrée pour lancer le business, et on est capable tranquillement de prendre en compte leurs délais. Alors, ça, c'est la théorie, parce que les délais ont eu tendance à s'allonger. Mais je vais être très clair, ce que l'on observe en France, arrêtons de taper sur RTE et Enedis, hein, parfois on est aussi raccordé en HTB, donc on discute avec RTE, c'est la même chose partout dans le monde. Donc il faut arrêter de croire qu'on est bureaucratique en France. La difficulté, elle est la même dans tous les territoires, notamment allez voir un peu ce qui se passe aux États-Unis, on est des data centers, je peux vous garantir que ce n'est pas facile du tout, pas facile. Donc effectivement, c'est d'abord une planification, surtout un échange d'informations. On ne peut pas demander à Enedis d'être prêt à l'heure si on ne lui donne pas des informations valables et fiables suffisamment en avance. Donc je crois beaucoup à cette logique d'accompagnement dont vous parliez, qui me semble être la clé. Effectivement, merci de le repréciser. Tout ne doit pas venir du réseau, mais également le client doit pouvoir s'adapter. Alors, on a vu effectivement à quel point l'électrification est nécessaire. Comment est-ce qu'elle peut aller de l'avant dans le cadre de l'économie numérique? Comment est-ce qu'elle devrait accélérer dans le cadre de la mobilité? Et pourtant, là, force est de constater qu'on est en retard. Oui, c'est pour vous, Clément Molison, de voir avec vous donc de l'AVER, donc l'association pour, vous pouvez peut-être nous le rappeler d'ailleurs. L'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Voilà, donc où est-ce qu'on en est en matière de déploiement de la mobilité électrique? Alors, je vais peut-être me concentrer sur la mobilité légère, mais ça a été dit, la mobilité lourde est aussi un secteur qui se développe. On pourrait y revenir, effectivement. On pourrait y revenir, en effet. Si on reprend la trajectoire, on a parlé dans la table ronde précédente de 2035, donc 2035, 100% d'immatriculation en véhicules électriques. On remonte un peu, 2030, c'est 66%. 2026, fin 2026, ça doit être 31%. Et là, depuis le début de l'année, en 100% électrique, on est à 18%. Donc, il y a encore une belle marche qui est devant nous. En réalité, on est sur un plateau depuis à peu près 2 ans et ça s'améliore doucement depuis cet été. En termes de donner des ordres de grandeur, en mois de juin, on a dépassé les 1,5 million de véhicules électriques, 100% électriques en circulation. Donc c'est quand même significatif. Si on ajoute les hybrides rechargeables, aujourd'hui on est à 2,3 millions, 2,4 millions. Le secteur se développe quand même néanmoins dans les choses qui ont bloqué. Il y a l'implication des entreprises. Les entreprises sur le marché du neuf, c'est 50% des acquisitions. Structurellement, dans le marché de l'électrique, les entreprises étaient peu présentes, malgré les obligations légales fixées dès 2019. Encore en 2024, 6 entreprises sur 10 ne respectaient pas leurs obligations.
obligation qui était quand même pas très importante non plus. On ne parlait pas de 100% d'acquisition en électrique, on était plutôt 10, 20, 30% très progressif. Là, depuis le début de l'année, plutôt depuis mars, elle participe enfin. Pourquoi ? Il y a une réforme de la fiscalité, ça aide, et aussi parce qu'il n'y avait pas de sanctions sur ces obligations légales. Et tout d'un coup, quand on met des sanctions, on se rend compte que ça marche. C'est dommage. C'est dommage parce que si on avait peut-être mis en place ces sanctions dès le départ ou si les entreprises avaient joué le jeu, ces véhicules-là, ils seraient déjà sur le marché de l'occasion. Et le marché de l'occasion, c'est là où on va avoir le grand public. Le grand public, il s'est un peu retiré du marché depuis le début de l'année. Donc si les chiffres ne sont pas tout à fait cassés la gueule sur le premier semestre, c'est justement parce que les entreprises ont pris le relais. Quand vous voulez dire qu'ils s'engagent moins, ça veut dire que concrètement, ils achètent moins de véhicules électriques neufs. Et ils achètent moins de véhicules tout court. Ah Ils oui, achètent tout aussi court. moins de véhicules tout court, mais ils achètent aussi moins de véhicules électriques. Et là, sur le mois de septembre, on a eu des chiffres records. On a 20,8% d'immatriculation en 100% électrique. On approche des 30% en rajoutant les PHEV. On a dépassé pour la première fois en immatriculation les hybrides rechargeables. On a dépassé pour la première fois en 100% électrique les véhicules essence. Et ça, pourquoi ? Parce que les entreprises sont toujours là et les particuliers viennent de revenir. Donc c'est tout à fait faisable et on espère que là, avec les chiffres du leasing... À côté de l'accueil. Voilà. Désolé si l'information était importante. Le leasing social là, qui vient d'être lancé va produire ses effets d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Donc ça va peut-être permettre aussi de rebooster un petit peu le marché. Nous, ce que l'on perçoit depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est surtout la multiplication des incertitudes. Ce n'est pas si étonnant que ça que les particuliers se soient retirés du marché automobile, parce qu'en fait, personne ne sait ce qu'il faut acheter, personne ne sait si on a les moyens d'acheter, les capacités d'endettement ne sont pas terribles, et globalement aujourd'hui, le parc vieillit. On a les incertitudes économiques, on a les incertitudes politiques, et nous, un de nos grands combats aujourd'hui, c'est le maintien de 2035, le maintien de la fin de vente des véhicules thermiques dans 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a donné un signal, il y a à peine 2 ans quand même, il faut quand même se le rappeler, hein, ce texte européen n'est sorti officiellement qu'il y a 2 ans, et à peine il était sorti qu'on se posait déjà la question de s'il ne fallait pas le réviser. On est 10 ans avant l'objectif. Je veux bien que de 3 ans avant, si on voit qu'on en est très loin, on trouve des flexibilités pour faire en sorte de ne pas pénaliser notamment les constructeurs européens et présents sur le territoire européen, qui créent de la valeur et créent de l'emploi. Là, on est 10 ans avant. En parallèle, les acteurs de la recharge, par exemple, ont développé de la recharge, ont développé des business models qui s'appuient sur cette transition ambitieuse et sur cette trajectoire sur 10 ans. Et là, on est déjà en train de leur dire, en fait, peut-être pas. Et presque si la décision a été prise immédiatement, on fait une flexibilité, voici le cadre. Mais ce n'est pas le cas. Le cas, c'est que ça fait déjà depuis 2 ans qu'on est en train de rediscuter de 2035, qu'on va peut-être encore y passer 1 an et demi, 2 ans avant d'arriver au bout du cycle législatif européen, et qu'on aura passé 4 ans sur les 12 ans de cette transition à se réinterroger sur la trajectoire et comment l'atteindre. La difficulté, c'est qu'on n'est pas seul sur Terre, on n'est pas juste entre nous à discuter de comment on fait cette transition, mais on le fait avec des partenaires commerciaux, des concurrents internationaux, et notamment du côté de l'Asie, qui est en surproduction sur ces véhicules, qui a très vite pris le pli de l'électrique et donc a développé une vraie connaissance et des vraies compétences, ne va pas s'arrêter, ne va pas attendre de savoir si l'Europe et les constructeurs vont se mettre et à quelle vitesse vont se mettre à l'électrique. Donc ce qu'il faut pour nous, c'est maintenir une trajectoire, maintenir le signal économique qui a été fait et le maintenir pour l'ensemble des acteurs industriels, la recharge, la batterie, l'implantation de Gigafactory en Europe, notamment dans le nord de la France, tient aussi du fait de pouvoir produire et sortir suffisamment de véhicules. Et évidemment, les emplois industriels côté constructeur automobile, là aussi, c'est un enjeu de souveraineté pour l'Europe. Alors, donc vous avez évoqué effectivement le fait que les entreprises ne jouaient pas forcément de jeu, celles qui étaient obligées, contraintes d'adopter les flottes. Vous avez évoqué l'incertitude. Il y a peut-être aussi la question du bashing des véhicules électriques, mais bon, ça c'est peut-être un petit peu plus anecdotique. Non.
Non, Non, c'est pas une anecdotique. c'est une vraie problématique. Là, ça fait à peu près depuis. Alors, il y a toujours eu des fake news sur la mobilité électrique. Je pense que j'ai beaucoup de sympathie pour France Renouvelable et tous les acteurs du renouvelable parce qu'on retrouve globalement à peu près les mêmes enjeux, les mêmes problématiques et les mêmes personnes ou même groupes qui les portent. Mais non, c'est pas anecdotique. Ça fait depuis 2 ans globalement qu'on dit en permanence que les Français ne veulent pas de l'électrique et que ceux qui passent à l'électrique en sont déçus. Et donc ils finissent par le croire, les Français. Bah, oui, quand on leur dit en permanence et y compris quand il n'y a plus ce signal de l'avenir, de se dire on s'électrifie. Information complémentaire. Cette fois-ci, vous avez eu toute l'info. Donc si, c'est important. Là, cette composante-là est extrêmement importante. Je vous donne un exemple qui est sur la recharge. La recharge, on a passé globalement une séquence de 3-4 ans à dire on est en retard, on n'a pas de borne, on est en retard, on n'a pas de borne. Que disaient les gens? On est en retard, on n'a pas de borne. Et aujourd'hui, on n'a plus les objectifs, en tout cas plus de façon aussi proche. Donc moi, les journalistes me posent plus de questions sur est-ce qu'on est en retard, et les gens ne nous disent plus on est en retard. Et Ça marche en fait. Alors, c'est la question que vous allez vous poser justement pour faire le lien avec Mathias Povs, qui nous parlait effectivement de la question des raccordements, le schéma directeur de raccordement des infrastructures de véhicules électriques, c'est ça? Alors, j'ai peut-être dit trop de lettres. C'est ça, SD, moi aussi SDI RVE, voilà. Voilà, et donc c'est vrai que pendant longtemps, on a entendu de manière récurrente, en fait, les véhicules électriques, il ne faut pas en acheter parce que de toute façon, on ne peut pas les recharger. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas ou est-ce que c'est un mythe? Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Je vous le fais en très très court. On a fixé en 2018 un objectif à fin 2022 de 100 000 points de recharge. Bon, c'est un peu au doigt mouillé honnêtement. Un ministre des Transports a décidé d'avancer cet objectif à fin 2021. Un an avant. On était à 30 000 points de charge. Donc il fallait faire en un an x3 sur ce qu'on avait fait en 10 ans. Déjà, voilà, c'était un peu ambitieux. On l'a fait en mai 2023, donc avec 3-4 mois de retard sur l'objectif initial. Donc moi, j'ai passé 1 an et demi à expliquer pourquoi on allait être en retard, puis 2 ans à expliquer pourquoi on était en retard. On n'a jamais été en retard. On n'a jamais été en retard. Là, les vrais sujets, c'était d'équiper les aires d'autoroute, les aires de service du réseau autoroutier. On l'a fait en moins de 2 ans. Il n'y a pas un pays dans le monde qui l'a fait à cette vitesse-là. Et c'est notamment parce qu'il y a eu une action de RTE, d'Enedis, des opérateurs, des sociétés autoroutières pour paralyser les demandes et faire en sorte que tout ça s'accélère. Mais on l'a fait en 2 ans. Il n'y a pas un pays qui a réussi à faire ça. Et ensuite, c'est de façon beaucoup plus spécifique, aller sur la recharge du quotidien, aller sur les parkings de supermarchés, aller dans les copropriétés, dans le résidentiel, dans l'habitat social, là où on commence à avoir des demandes. Mais on n'est pas en retard. Christian Buchel, je vous ai vu réagir. Non, mais parce que j'évoquais, oui, pardon, ça fait non, réagir. Pardonnez pas. J'évoquais dans ma dernière partie les fakes, que j'ai appelé les fakes, et je crois que vraiment il faut remettre effectivement des chiffres, il faut remettre la réalité, il faut remettre aussi, là c'est peut-être très ambitieux, mais un peu de science dans les décisions politiques. Et effectivement, quand vous dites on n'a jamais été en retard, oui, enfin, c'est très vrai sur la mobilité, mais je réagissais aussi parce que je pensais aux fakes qui circulaient, qui en partie circulent encore sur la pompe à chaleur, sur le mode il fait froid, etc. Vous allez dans les pays nordiques, vous allez en Suède, Norvège, Finlande, pour prendre ces 3 pays-là. Ils sont passés d'ailleurs, ces 3 pays, on a évoqué la Chine. Ces 3 pays sont passés à 40% d'électricité, ils ont dépassé les 40%. Nous, on est scotché à 27%, alors qu'on a dû les laisser décarboner, etc. Et les pompes à chaleur dans ces pays-là, c'est partout. C'est soit il y a un réseau de chaleur et vous êtes sur un réseau de chaleur, et sinon ce sont des pompes à chaleur. Donc, quand fois, il faut remettre. C'est compliqué de répondre à des fakes. Ça nous a mobilisés collectivement. L'UFE, on réunit l'ensemble des acteurs, les réseaux compris. Je l'ai dit. Ça nous a mobilisés d'entendre des chiffres. Les chiffres que Mathias vient d'évoquer ont été racontés autrement, avec des chiffres qui sont les mêmes que Mathias a cités. On a raconté une toute autre histoire. Et c'est très très difficile. L'histoire, c'était les factures des Français vont être multipliées à cause de ces chiffres-là. Il faut savoir remettre de la rationalité, des chiffres et de la... Je ne sais pas s'il faut parler de vérité, mais en tout cas... Là, j'ai l'impression qu'il y a un front commun. Il y a encore la Creux, il n'y a pas si longtemps, qui a publié aussi
des documents pour anti-fake news, on va dire. Oui, mais c'est pour ça que je faisais l'appel un peu solennel. Je pense que tout le monde dans la salle et toutes les entreprises et ceux qui ne sont pas là des entreprises, vous avez un rôle à jouer pour parler de la mobilité, ce que vous venez de dire sur les bornes, ce que vous venez de dire sur les voitures électriques. Moi, je roule en voiture électrique depuis un petit moment. Franchement, c'est un parcours client super intéressant quand on recharge sur une autoroute. On rencontre plein de monde parce qu'on a un peu le temps, on se détend. Bon. Et donc, tout ça, je pense que chacune et chacun, dans les métiers de la production de renouvelables, c'est aussi une responsabilité que de contribuer à... Bien sûr, il y a le développement des électrons nouveaux pour ce que vous avez dit, mais de la substitution des énergies fossiles. Merci à vous pour cette précision. Alors Raphaël Lantz, vous êtes directeur du fonds de transition énergétique chez Mirova. Vous pourrez peut-être nous représenter Mirova, mais Clément Molison tout à l'heure nous disait à quel point la question de l'incertitude chez les Français était bel et bien présente. Alors pour le dire vite, vous êtes le financier de la table ronde. On sait tous que les financiers n'aiment pas l'incertitude. Alors dans ce contexte, ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Comment est-ce que vous continuez à investir malgré tout dans les infrastructures de renouvelables qui contribuent à la décarbonation? Bonjour à tous. Donc, effectivement, Mirova, un acteur institutionnel, nous sommes un fonds d'investissement qui appartient au groupe BPCE et nous, depuis 20 ans, nous sommes spécialisés dans l'investissement dans la transition énergétique, donc l'énergie renouvelable. Et depuis 5 ou 6 ans, l'accompagnement aussi du déploiement de la mobilité électrique. Donc nous investissons à peu près 500 millions par an en Europe, avec donc une fois encore une spécialité d'accompagnement des développeurs du secteur. Peut-être donner un peu d'éléments macro sur où on se situe aujourd'hui dans la capacité des investisseurs à accompagner notre secteur. Si on regarde depuis 5 ans, les années Covid, grande disponibilité de capital, énormément de levées de fonds. Tous les fonds d'investissement, infrastructures, private equity ont réussi à lever des sommes très importantes et donc beaucoup de disponibilité de capital dans le secteur. Après la post-Covid, la guerre en Ukraine, hausse des taux, les investisseurs, nous finalement, qu'est-ce qu'on fait? On est des intermédiaires entre vous, développeurs, et puis les grands investisseurs institutionnels de la place mondiale qui font des arbitrages. Et donc à partir de 2022-2023, ils ont commencé à arbitrer vers des produits de dette, puisque les taux ont augmenté. Et donc on a vu petit à petit une baisse des levées de fonds, que ce soit donc orienté vers l'infrastructure ou le private equity. En gros, ça a été divisé par 2 entre 2022 et 2023, redivisé par 2 entre 2023 et 2024. Et cette année, on sent une légère reprise puisque depuis le début de l'année, on a à peu près fait aussi bien que 2024. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est plus difficile pour les développeurs d'obtenir des fonds. Il est plus difficile pour nous, finalement, de convaincre les investisseurs d'aller dans le renouvelable, d'aller dans l'infrastructure. Et donc, il y a eu la hausse des taux. Il y a eu aussi le fait que donc, les valorisations des entreprises ont subi cette tension, moins de valorisation, moins de transactions, donc de moins en moins de capitaux disponibles. Pour vous donner un chiffre, en 2023, il y avait 1 euro enlevé pour 1 euro de capacité à investir. Aujourd'hui, on a à peu près un 1 pour 7. Donc vous avez 1 euro enlevé, vous avez 7 euros enlevés pour 1 euro prêt à investir. Si on regarde notre cas personnel, on avait réussi à collecter 1,5 milliard en 10 mois en 2022-2023. On en est à peu près au même chiffre, mais ça fait un peu plus de 2 ans. Donc dans ce cadre-là, ce que vous disiez, la dynamique de marché et l'attractivité d'un marché, elle est essentielle. Sur la dynamique de notre marché, vous l'avez évoqué, que ce soit la décarbonation, la souveraineté, la substitution. Donc on voit qu'on continue à avoir une attractivité, une demande très forte de la part de marchés en croissance. Maintenant, comment transformer cette dynamique en une attractivité? Et c'est là où finalement la hausse de la volatilité, la perte de confiance, les atermoiements des apprentis sorciers que nous avons dans nos gouvernements qui n'ont pas de vision long terme. Vous l'avez évoqué, les 2035 sur la mobilité. À partir du moment où on remet ça en cause, comme on voulait qu'un investisseur se dise je vais investir dans le déploiement de bornes de recharge. Voilà, donc, après, ça fait 15 ans que vous et moi, nous venons à ce colloque et que nous plaidons pour une stabilité de nos politiques. Donc on a un peu l'impression que c'est un vœu pieux, mais c'est certain que pour convaincre des investisseurs, il faut garder en tête que les investisseurs, ils arbitrent en permanence. Et que donc si notre secteur n'est pas capable de démontrer des perspectives de rendement intéressantes,
avec une certaine stabilité, on investit à long terme, c'est compliqué de convaincre les investisseurs de venir sur ce secteur. Et donc pour les développeurs, moins d'argent, moins de valorisation de leur pipeline de développement, parce que volatilité sur les marchés. Et donc ça veut dire revenir sur le marché plus souvent, ça veut dire une croissance ralentie, une croissance différente, obligé de revendre des projets. Voilà, donc un marché qui doit s'adapter un peu à cette difficulté aujourd'hui d'approvisionnement en capitaux sur notre activité. Donc vous, sans grande surprise, vous appelez effectivement à davantage de visibilité, davantage de stabilité. Ça fait le lien avec ce qu'on disait à la table ronde précédente sur au moins une programmation pluriannuelle de l'énergie. Ne serait-ce qu'une cohérence entre la volonté européenne, la volonté de la population et comment ça se décline politiquement dans nos différentes géographies. Et la France est un des premiers exemples à rendre ce sujet compliqué, oui, bien sûr. Alors Alexandre Cosquer, vous qui êtes du coup, après le financier, l'énergéticien, donc on entend parler d'incertitude, on entend parler de retard, quand bien même certains se développent assurément. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que quand on développe des projets d'énergie renouvelable, il faut faire le dos rond et puis il faut attendre de meilleurs jours? En gros, est-ce qu'il faut ralentir sur la production d'énergie renouvelable et sinon, pourquoi? Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis chez Engie. Je vais dire un petit mot sur Engie. On est un très gros producteur d'énergie renouvelable. On a 50 gigawatts de capacité de production dans le monde. On souhaite doubler ça d'ici 2030. Donc, ok, le micro plus près. Donc, on souhaite doubler nos capacités de production d'ici 2030. Et j'avoue que moi, ça me met plutôt en joie d'être sur un marché qui est autant en croissance. On investit environ 5 milliards d'euros par an dans les capacités renouvelables et on veut être net zéro d'ici 2045. Donc on a une vision très très claire, tournée vers le renouvelable et on aime revenir aux fondamentaux. J'ai beaucoup aimé les discussions sur il faut qu'on soit plus scientifique dans notre approche. On aime revenir aux fondamentaux et regarder les choses de manière scientifique. Donc quels sont les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est que évidemment, on veut une énergie décarbonée. Et le moyen le plus rapide d'avoir de l'énergie décarbonée, c'est d'aller vers le solaire et l'éolien. Les Chinois l'ont bien compris, je tiens à le rappeler. Ils ont développé l'année dernière plus de solaire que le stock de capacité solaire aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en un an, ils en ont fait plus que les États-Unis sur les dernières années. La deuxième chose après la décarbonation, c'est la souveraineté. Vous en avez parlé tout à l'heure. J'ai envie d'en dire un mot quand même. On est les champions du monde en Europe de la dépendance aux énergies fossiles. 35 ans de soutien aux énergies renouvelables, ça coûte autant qu'un an de facture pétrolière pour le pays. Ça remet un peu les choses en perspective. Et il y a aussi une question de sécurité nationale. On a quand même la guerre en Europe, en Ukraine. Avoir un système décentralisé de production électrique, avec plein de points de connexion au réseau, RTE et Enedis, c'est un système beaucoup plus résilient que quelques très grosses centrales. Donc il faut avoir les deux, il ne faut pas opposer, mais moi je me sentirais plus à l'aise d'un point de vue sécurité nationale avec du renouvelable. Et le troisième point, qui est sans doute le plus important, à la fois pour nos industriels et pour nos clients résidentiels, les particuliers, c'est la compétitivité. Il faut qu'on ait de l'énergie pas chère. Si vous regardez, tous les économistes le disent, la croissance d'un pays, c'est de l'énergie pas chère. C'est là-dessus que les États-Unis se sont bâtis et il faut qu'on soit capable d'avoir de l'énergie pas chère. Si on regarde ce qui se passe dans le renouvelable, en 10 ans, on a divisé les prix du solaire par 10. On a divisé les prix de l'éolien par 3. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'industries aussi compétitives? Nos projets, et ça c'est une grande fierté, et je pense que c'est partagé par tous les développeurs ici, sont ce qu'on dit en anglais on time, on budget. On a moins de quelques semaines en moyenne de retard sur les chantiers, et on est toujours dans notre budget de dépenses de CAPEX. Et je pense qu'on peut être assez fiers collectivement. Qui peut se vanter aujourd'hui, dans des gros projets industriels, d'être à l'heure et dans les CAPEX? Donc, moi j'ai envie de vous dire que la filière renouvelable, elle fait le job. Et elle le fait très bien depuis un certain nombre d'années.
Vous voyez un peu tous les exposants, vous sentez comme ça vibre dans la salle. Je pense qu'on peut être très très fier de cet écosystème renouvelable qu'on a réussi à construire en France. 50 000 personnes qui y travaillent. Ceci étant dit, donc faut qu'on en soit fier, faut qu'on arrête d'opposer les énergies. Quelqu'un l'a dit avant, on aura du nucléaire, on aura du renouvelable. Passons à autre chose, dépassons le dogme. Et je tenais à dire qu'on a fait une étude IFOP en mai dernier sur ce que pensaient les Français du renouvelable. C'est quand même intéressant. Si on arrête d'écouter les politiques, on demande aux Français, 84% ont une bonne image du renouvelable. Et si vous demandez aux Français qui habitent à côté des installations renouvelables, ça passe à 94%. J'ai envie de dire que la messe est dite. En fait, le débat, il a été tranché. Ceci étant dit, je pense qu'on doit faire encore mieux dans un contexte où il y a une dette colossale de l'État et il faut faire preuve de frugalité. Donc, comment est-ce que la filière peut aider? Moi, j'essaye toujours de voir comment est-ce que nous, on peut faire des efforts plutôt que de demander de l'aide aux autres. Et je pense qu'il y a des choses à faire. On peut accélérer, on peut réduire encore les coûts, mais pour ça, on a besoin d'un peu d'aide. On a besoin de simplification. On parlait de simplification administrative, c'est encore trop compliqué, je le rappelle toujours. Le permis pour des éoliennes, ça remplit une camionnette. Qui lit ces papiers? À mon avis, personne. Il faut arrêter avec les taxes. Les taxes rétroactives, c'est dans les nouvelles. L'IFER, on est en train de vouloir taxer rétroactivement des projets solaires qui ont été développés. C'est-à-dire qu'on a été voir des banques, on a fait des business plans, on a été emprunter de l'argent, tout est calé pour pouvoir rembourser ces emprunts. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir les banques demain et leur dire en fait, non, ça ne marche plus. On ne peut plus rémunérer le capital parce que l'État a décidé d'aller chercher. Il faut qu'on ait de la visibilité. De la visibilité. Il faut arrêter d'aller à gauche, à droite, etc. Donc le stop and go sur la filière renouvelable, je le rappelle, 50 000 personnes, une filière ultra compétitive, ultra bien huilée, ultra bien structurée. Il faut absolument arrêter de faire ça. Donc ça, c'est la première chose. Au fond, c'est cette filière dont on est fier et qu'il faut arrêter, au fond, il faut arrêter de lui taper dessus. La deuxième question, on en a parlé, c'est l'électrification. Et là, malheureusement, le job n'est pas encore totalement fait. Et c'est dommage, parce que ce qui se passe en Europe, en France notamment, n'est pas ce qu'on voit ailleurs. Il n'y a pas de problème de croissance de la consommation d'électricité aux États-Unis. C'est plutôt le contraire. Comment vont-ils réussir à faire grandir les capacités? Donc, c'est là où on doit accélérer. On doit accélérer sur la croissance, déjà. Si on a plus de croissance en France, on aura plus de consommation d'électricité. On doit accélérer sur la mobilité, sur l'industrie, les chauffages. Qu'est-ce que nous, Engie, on peut faire? Parce que je vous ai parlé de la production d'électricité, mais on en vend aussi de l'électricité. Ce que je pense qui se passe, c'est qu'on a fait une révolution de la production d'électricité. Une révolution, hein, je pèse mes mots, dans les 15-20 dernières années avec le renouvelable. Mais on n'a pas encore révolutionné les usages. Et notamment, on peut profiter de prix de l'électricité solaire à des prix proches de zéro dans la journée. Et qui en profite en fait? Est-ce que nos industriels en profitent? Est-ce que nos particuliers en profitent? Donc vous l'avez sans doute vu, nous on vient de lancer, alors on l'essaye, hein, une offre pour 100 000 clients en France, pour des clients particuliers, on leur dit l'électricité 2 heures par jour, c'est gratuit. Ben oui, il faut qu'on aille déplacer la consommation des Français sur les heures où l'électricité solaire, qui est la plus compétitive au monde, est pratiquement gratuite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va effectivement continuer avec ce genre d'offres. On travaille sur ce qu'on appelle les PPA. On va commencer à faire des PPA pour des entreprises comme OVH ou d'autres qui veulent avoir des bandeaux où on va mixer du vent, du solaire et des batteries. Il faut évidemment qu'on développe la flexibilité. Pour qu'on aligne au fond, c'est très simple, hein, on a de l'électricité décarbonée pas chère, mais qui est produite de manière intermittente en fonction de la météo. Il faut qu'on arrive à transformer cette énergie pour la rendre utile pour les clients qui en ont besoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ont besoin d'électricité décarbonée, pas chère et abondante. Donc pour vraiment résumer, je pense qu'on fait le job sur la filière de production renouvelable. Il faut que collectivement on fasse le job sur l'électrification, qui patine un petit peu. Mais voilà, la filière est lancée, continuons dans cette direction. On est en train d'atteindre ce dont l'Europe a besoin, une fois de plus, qui est de l'énergie décarbonée, souveraine et compétitive. Alors vous disiez qu'il faut continuer à faire croître la consommation, finalement quelque part à l'accompagner, à y inciter.
est-ce que si on amène, pour parler familièrement, des euros pour soutenir cette consommation, est-ce qu'il ne risque pas de déshabiller le soutien aux productions? Est-ce qu'en accompagnant, est-ce qu'en voulant dynamiser la consommation et quelque part en proposant de l'énergie gratuite comme vous l'évoquiez, est-ce qu'on ne risque pas de déshabiller les moyens que l'on consacre à la production d'énergie renouvelable? Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est marrant, il y a quelques années, les prix de l'électricité étaient passés de 50 € avant la crise à 100 €, 200, 300, 400, 1000 €. Et c'était évidemment le drame pour les industriels, pour les résidentiels. Aujourd'hui, on se plaint d'un prix de l'électricité trop faible. C'est drôle quand même. Prix négatif même. Voire de prix négatif. Moi, j'encourage les industriels à aller acheter de l'énergie renouvelable pas chère. Elle est là, elle est abondante. Donc il faut qu'on trouve effectivement un bon équilibre. Trop cher, ça tue la consommation, et pas assez cher, ça tue la production. Et c'est pas bon non plus. Donc là encore, il faut effectivement qu'on arrive, comme je le disais, à déplacer les usages, à amener plus de flexibilité, mais on doit se réjouir globalement d'une électricité relativement bon marché dans notre pays. On en a besoin pour les industriels et les résidentiels. Christian Michel. Non, mais j'allais dire, d'ailleurs, Engie très, très actif au sein de l'UFE aussi hein, sur ces thèmes-là. Non, mais j'allais dire, je parlais encore une fois, de la nécessité, me semble-t-il, dans les entreprises de production d'énergie renouvelable, à bien comprendre le système électrique. Voilà, les formations, ça a été évoqué avec France Travail ce matin. Vous faites des formations dans vos entreprises, de bien comprendre ce qui vient d'être dit. Sur les heures creuses, heures pleines, ça veut dire quoi dans votre industrie? Sur la pilotabilité des bornes de recharge. Hein, c'est majeur ça. Hein. Mathias le dirait mieux que moi. Quelle puissance serait appelée si on ne pilote pas les bornes de recharge? On va justement parler de pilotage, flexibilité, etc. Et donc ces sujets-là, effectivement, doivent faire partie, me semble-t-il, hein, je ne sais pas, il faut peut-être réfléchir ensemble à avoir un peu ce que je disais, des guides de l'électrification des usages. Parce que peut-être il faut aller même plus loin que l'usage. Il faut aller sur l'intérêt, effectivement, l'intérêt je ne sais pas s'il faut dire du consommateur ou de la française ou du français, pour dire dans sa vie, le fait de passer à l'électricité, ça change quoi hein? Ça change quoi? Au-delà, effectivement, des grands principes qui sont majeurs, qui sont faciles dans cette salle, de parler de souveraineté, de parler de climat. Mais dans ma vie, on a quand même, vous parlez des prix de l'électricité. Juste un mot là-dessus. On mélange tout aussi, là. On parle quoi du trade spot? On parle du day ahead? On parle quoi de... Bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Est-ce qu'on parle des produits à 1 an, des produits à 2 ans, des produits à 3 ans? Parce que quand on dit 1000 €, effectivement, on se dit, oh là là, 1000 €. Mais on parlait d'un prix spot. J'entends aussi des contre-vérités sur le prix de l'électricité, comment il est formé, gaz plus CO2. Enfin, c'était en partie vrai en 2022, c'est plus du tout vrai en 2024, ça l'est absolument pas en 2025, puisque en fait la centrale gaz elle est de moins en moins appelée, parce donc on dit vraiment et je pense qu'on a je regarde Nicolas, vice-président de France Renouvelable, peut-être faut qu'ensemble on développe des argumentaires pour vos entreprises, pour parler avec les Françaises et les Français. Et le fait de faire ce fonds-là que vous avez évoqué, c'est une occasion de dialogue quand vous allez voir un élu, quand vous allez voir une commune, quand vous allez voir, Mathias a évoqué les villes qui passent à la mobilité électrique, les bus, mais pour parler de la vraie vie des gens et comment l'électricité a su faire ça il y a un siècle pour transformer la société, le progrès. Comment cette électricité-là, elle est dans le progrès des Français aussi. Avec des prix compétitifs, je le dis quand même. Alors, on parle souvent, quand on dit les prix aux États-Unis, d'ailleurs, on parle de quoi? On parle du Texas ou de la Californie. C'est pas vraiment pareil. Hein. C'est un facteur de 1 à 2 au moins, hein, ou de 1 à 3. Bon, donc il n'y a pas de prix aux États-Unis. Il y a des prix par État et encore. Hein, il faut voir, c'est des prix rendus clients. Bon, on a aujourd'hui en France, on a une électricité, si je prends le marché spot, qui est quand même très compétitif. Il y a 20 € d'écart avec nos amis allemands, il y a plus de 25 € d'écart avec nos collègues italiens. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on soit plus conscient de nos forces et qu'on rentre comme profession là, collective, pour redonner ce récit et cette fierté autour de l'électricité. Mais alors, garde le micro parce que j'ai une question. Hop là. Quand je vous écoute tous, effectivement, sur la question de mettre en adéquation la production d'énergie renouvelable
peu cher à certains moments de la journée en fonction de la météo, qu'il faut fiabiliser effectivement et quelque part rassurer les Français. Est-ce que ce qui aujourd'hui est le point clivant de l'électrification renouvelable, est-ce que ce n'est pas la problématique de la flexibilité? Et si oui, comment est-ce qu'on l'accompagne? Non, je crois que c'est une chance. Enfin, ce qui vient de... Je ne me permettrai pas de comparer les offres puisqu'ils sont à peu près tous membres de l'Union française de l'électricité. Donc, mais là, vous avez évoqué une offre. Je pense qu'il y a de l'innovation qui est en train d'émerger. Fortement. Hein. Donc, je pense aux recharges notamment. Je ne vais pas citer tel ou tel acteur qui fait des choses assez innovantes. D'ailleurs, les grands comme les petits acteurs, les anciens, entre guillemets, acteurs comme les nouveaux. Donc, cette flexibilité, c'est une chance, mais il faut un peu d'innovation avec. Moi, j'ai beaucoup... Enfin, en tout cas, je partage, comme M. Philibert dit, le protectionnisme, c'est très bien, mais pas trop quand même, parce que si tu importes zéro innovation, à un moment, tu te retrouves avec une diligence quand les autres, ils roulent en train quand même. Hein. Donc, il faut faire attention à ça quand même. Et il me semble que cette capacité d'innovation dans le secteur électrique, il faut qu'il soit collectif, quel que soit notre métier. Qu'on soit producteur, qu'on soit développeur ou qu'on soit fournisseur d'électricité ou de services. Et la flexibilité, oui, c'est nouveau. Mais on a aujourd'hui, notamment grâce aux data, on a la possibilité effectivement d'anticiper, de voir la courbe, la cloche solaire de demain, on la connaît déjà. RTE la connaît très bien, la met même sur les sites. Et donc, il faut qu'on soit en capacité, les fournisseurs. Et je pense que le rôle, encore une fois, des producteurs, c'est aussi de parler. M'arrête juste là, quand vous citez le pourcentage, vous avez dit 84% des Françaises, des Français trouvent que c'est bien le renouvelable. Mais il faut leur dire à ces Français aussi que du coup, il faut remplacer la chaudière, du coup, il faut rouler en voiture électrique et dire pourquoi c'est bien de le faire. Pardon. Si je peux rajouter un mot sur la flexibilité. Oui, allez-y. Moi, je voudrais saluer la Creux, qui est en train de revoir le système des heures creuses, heures pleines. Au fond, c'est plus adapté de dire que les heures creuses, c'est la nuit. C'était bien il y a 10 ans, 20 ans, mais oui, plus aujourd'hui. Pour soutenir la production linéaire de nucléaire. Bien sûr, et c'était super adapté. C'est plus le cas. Mais c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, que le cas. Les heures creuses, il va y en avoir 2 heures par jour. Et donc ça va ouvrir plein de nouvelles offres, comme celle qu'on a lancée, dont je vous parlais. Il faut parler des batteries aussi. Les batteries sont en train d'arriver très très vite. On est en train de construire 200 mégawatts à côté de Bruxelles, l'une des plus larges batteries européennes. La France est un peu en retard là-dessus, mais je pense que ça va arriver relativement vite. Donc les flexibilités, c'est absolument cœur, mais ça va aller très vite. Comme toujours, le marché nous force à aller très très vite. Alors Clément Molison, justement, si on parle des batteries qui permettent d'équilibrer le réseau, pendant des années, on a parlé de la possibilité pour les véhicules électriques d'être un tampon de recharge, finalement un outil de régulation. Est-ce que ça s'est concrétisé? Est-ce que ça reste quelque chose en devenir? Est-ce que vous pouvez nous faire un point dessus? Assez partiellement encore. Quand on demande, et c'est notamment les études d'Enedis aux utilisateurs de véhicules électriques, est-ce qu'ils pilotent la recharge, on dépasse rarement les 30%. On a quand même une difficulté, c'est de savoir est-ce qu'ils comprennent ce qu'on entend par piloter la recharge. Entre nous, on parle de pilotage tactique, V1G, V2G, etc. Mais dans les faits... Je veux bien que vous décryptiez, parce que là, vous m'avez parlé... Je le développerai juste après, juste pour dire que nous, quand on fait entre différentes études et l'analyse qu'on fait entre différentes études d'opinion, on soupçonne qu'il y a un manque de compréhension sur cette question-là. Parce qu'on a des écarts qu'on n'arrive pas tout à fait à expliquer. Ce qu'il ne faut pas quand même oublier, et je pense que c'est un point qui reste important sur la question du pilotage des véhicules électriques, c'est qu'une voiture électrique, c'est d'abord une voiture. Et donc, elle doit pouvoir être utilisée dans son usage de mobilité avant d'être utilisée pour les capacités de flexibilité qu'elle pourrait apporter au réseau. Et donc, là-dessus, on a des choses à développer sur l'autonomie des véhicules, leur utilisation. Plus on avance dans le temps et plus on voit que les personnes apprivoisent leur véhicule et savent quelles sont ses capacités réelles. On ne se recharge pas tous les jours. On se recharge 2 à 3 fois par semaine en moyenne. Donc ça veut aussi dire que pour jouer son rôle de tampon, on peut le faire que 2 à 3 fois par semaine. Il faut évidemment avoir des offres qui soient plus adaptées pour faire en sorte qu'on se recharge au meilleur moment et surtout développer la valeur et le potentiel financier qu'il y a derrière. Et progressivement, pour un certain nombre de cas d'usage, développer des technologies de pilotage plus importantes. C'est sur le pilotage statique et sur le V1J, donc quelque chose de très
c'est statique, quoi. C'est globalement, c'est vous décalez, c'est un décalage horaire. Vous rentrez à 18 h, vous branchez votre voiture, mais la charge ne se déclenche qu'à 22 h, à minuit, à 2 h. Juste, vous n'avez pas besoin de redescendre en peignoir pour lancer la recharge. Ça se fait automatiquement. On peut le faire depuis le véhicule, parfois depuis la borne, depuis votre application. J'ai même vu des câbles qui permettaient de le faire. Aujourd'hui, on se pose plutôt la question de savoir qui doit porter l'intelligence dans tout ça, en essayant tant que possible que si chaque maillon est intelligent, le système au global ne devienne pas un peu plus stupide. Donc voilà, il y a un peu cet enjeu et aussi de faire en sorte que ce soit le moins cher possible. Et ensuite, on va sur des technologies plutôt de V2X, selon que ce soit de la recharge bidirectionnelle avec le bâtiment, avec la maison, avec le réseau directement, faire en sorte qu'on ait beaucoup plus d'échanges, que ce ne soit pas que dans une direction, mais que sur certaines conditions, on puisse restituer une partie de l'énergie de la batterie. Et ça englobe énormément de questions autour du consentement à redistribuer cette énergie, avec combien je veux d'énergie le lendemain, et surtout, combien ça va me rapporter, ou combien d'euros je vais économiser. On commence à avoir des ordres de grandeur. Le pilotage simple, c'est quelques centaines d'euros. C'est déjà ça sur l'année. Le V2G, on se rapproche un peu plus des 400-500 euros. Ça commence à être un petit peu plus intéressant. Et il faut maintenant développer, que ce soit du côté des services réseau, des règles de la CRE et des offres des fournisseurs, tout ce qui peut permettre d'augmenter encore cet écart-là pour faire en sorte que ce soit intéressant. Sur la recharge en plein milieu de journée, on a des entreprises, soit parce qu'ils proposent la recharge à leurs salariés qui travaillent toute la journée. La voiture, elle peut être rechargée, on déclenche sa recharge pendant 2 heures là où c'est le plus intéressant et on repart. Et on peut faire ça tous les jours et c'est très bien et on va quasiment pas payer sa recharge. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites assez simplement. Alors Mathias Pofs, vous qui êtes l'opérateur de réseau de distribution, donc comme je le disais tout à l'heure, entre le producteur et le consommateur, quels sont les moyens que vous mettez en place pour piloter justement cette adéquation entre l'offre et la demande d'électricité ? Justement, on en parle depuis tout à l'heure. On voit bien qu'on multiplie les usages, on multiplie la temporalité des usages et en fait on parlait de prix, on parlait de coûts, on parlait de prix négatifs. En fait, je pense qu'il faut réconcilier la temporalité et les différents cycles. Un prix, ce que disait Christian Buchel, c'est que de quel prix parle-t-on? Le prix à quelle heure? Le prix forward? Le prix moyenné? Le prix à un instant? Le prix à l'usage? Le prix qu'on peut mettre au regard d'un coût système, le coût du système électrique. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui un déploiement de nouveaux usages. Alors je vais mettre dans l'usage également les moyens de production, comme pour la démonstration, mais quand on dit nouveaux usages, ça veut dire qu'on a des nouveaux moyens de production, des nouveaux moyens de consommation qui sont très répartis, et donc avec des contraintes, et pour certains qui ont une variabilité au soutirage comme le véhicule électrique, variabilité à l'injection comme les moyens de production solaire et éolien. Et il faut gérer cette variabilité dans un contexte où le prix est fonction de la temporalité. Donc vous voyez bien l'interconnexion de tout ce système. Aujourd'hui, quelques chiffres, mais 90% de ce qui est raccordé en France comme énergie renouvelable est raccordé au réseau de distribution, non pas au réseau de transport. Parce qu'on parle beaucoup des très grosses installations, mais quand vous regardez, la caractéristique première, c'est d'avoir une répartition diffuse, c'est-à-dire 46 gigawatts de moyens de production sur le réseau de distribution. Ce qui représente 30% de la capacité totale du parc de production et qui est 20% de l'énergie distribuée en France. Donc le modèle qui était historique d'un réseau de transport qui gérait les grands équilibres et un réseau de distribution qui était en aval pour mettre en œuvre quelque part ces grands équilibres par grands secteurs de France est en train profondément de se transformer. On voit bien que la frontière d'un équilibre offre-demande nationale avec de plus en plus d'équilibres offre-demande locaux en subsidiarité font qu'on a de plus en plus de porosité et d'interconnexion entre RTE et Enedis dans l'approche technique, mais également dans l'approche économique, parce que le signal prix qu'on évoquait est un des points qui suit et qui accompagne cette transformation. Typiquement, à partir du 1er novembre, la réforme entre guillemets des heures pleines, heures creuses, où on va relocaliser 2 à 3 heures d'heures creuses en journée, notamment l'été, parce que dans un premier temps, ce ne sera pas saisonnalisé, mais l'idée après, c'est d'avoir des heures creuses et des heures pleines qui soient saisonnalisées pour aller chercher la fameuse cloche solaire. Ça se couple
à des signaux prix qui aujourd'hui, j'ai regardé avant de venir là sur le site RTE, on a eu depuis le début de l'année 363 heures de prix négatif. C'était 235 l'année dernière. Donc un prix négatif, déjà, ça choque plus personne dans notre métier, mais quand vous essayez d'expliquer un prix négatif à monsieur et madame tout le monde, c'est quand même un concept assez complexe. C'est en fait un signal prix qui n'a pas de valeur intrinsèque, mais un signal prix pour équilibrer de la consommation au moment où on produit. Mais ce signal prix doit être réfléchi non pas par usage, comme on le disait, mais aussi avoir une approche par usage, mais aussi un impact qui soit positif ou comme une contrainte dans le système électrique global. Et donc, comme on est à la charnière de cet usage individuel dans la capacité à piloter, à mesurer, si on est sur du V2G, les flux entrants, les flux sortants dans nos dispositifs de comptage pour amener la juste consommation-production à celui qui produit, celui qui consomme, on doit aussi, en interface avec le réseau de transport, être en approche macro de ces équilibres systèmes. Et donc, c'est l'ensemble de ces investissements que j'évoquais qui viennent ajouter des flexibilités. Ce n'est pas une flexibilité, il y a des flexibilités marché avec des offres qui incitent à déplacer, il y a des heures creuse, heures pleines qui incitent à déplacer. On va avoir des flexibilités techniques, on va avoir des choses notamment sur le plan de tension, comment ce plan de tension va se modifier pour être en mesure d'avoir des flux entrants et des flux sortants et toujours être dans la fameuse norme plus ou moins 50%, plus ou moins 10% pardon, sur la tension que vous mesurez à la prise chez vous. Donc ces flexibilités, elles sont de deux ordres. Il y a une première qui est la flexibilité qui permet le raccordement, parce qu'on voit qu'on a une dynamique de déploiement des nouveaux usages en production et en consommation qui est plus forte qu'à certains endroits, la capacité à adapter une infrastructure. Je parlais de 100 postes sources. Vous voyez, il y a des délais d'établissement d'infrastructures. Et donc, on a des flexibilités au raccordement. On parle d'offres de raccordement anticipées. On parle de comment on peut écréter à certains moments qui vient finalement pas enlever beaucoup d'énergie en production sur l'année, mais qui permet d'être un premier step de montée en puissance d'une installation de production. Mais il va falloir réconcilier l'espace temporel pour les prix et les coûts, mais également réconcilier l'espace géographique. Jusqu'à maintenant, les premiers cycles de déploiement d'énergie renouvelable se faisaient indépendamment de la localisation géographique, en grande partie. On avait les schémas S3RENR qui nous disaient comment ça se répartissait sur des grandes zones, mais on voyait bien qu'on adressait avant tout l'implantation d'un projet en fonction de critères qui étaient propres au projet. Et là, comme vous l'évoquiez, monsieur d'OVH, aujourd'hui, on va avoir plutôt une réflexion de quel est l'impact foncier, avec les critères qui sont maintenant imposés en France, et quel est l'impact réseau et énergie dans cette implantation. Et donc, on devrait maintenant voir apparaître, malheureusement, et on le voit déjà, certes, dans un endroit assez limité, c'est-à-dire dans 5% des cas, on a des zones qui atteignent la saturation. Parce qu'on est au bout des S3RENR et qu'il va y avoir, dans certains cas, des clients qui vont devoir attendre les travaux et la révision des S3RENR pour continuer à se développer à tel ou tel endroit. Donc on voit que maintenant, dans notre réflexion, on va aussi avoir quelque part une logique de quel est le meilleur endroit d'implantation d'un usage en fonction de l'ensemble des contraintes sur le système électrique dont fait partie le raccordement au réseau. Et est-ce que c'est sur l'équilibre global le bon endroit pour développer mon projet, ou est-ce que c'est pas à quelques kilomètres parce que l'infrastructure est disponible plutôt qu'aller attendre 3 ou 4 ans, voire 5 ans quand c'est du réseau de transport parce que c'est des infrastructures plus importantes, à aller chercher cette implantation. Donc c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir parce qu'on commence à voir arriver, on travaille en étroite collaboration bien entendu avec RTE, sur comment gérer au mieux ces flexibilités, mais les flexibilités, à un moment, il y a une borne supérieure, et donc au-delà de la flexibilité, comment on peut réorienter les projets dans des zones qui ont une capacité d'accueil suffisante plutôt que les zones saturées. Donc on voit bien qu'on réconcilie à la fois une notion de temporalité. Alors je suis toujours très prudent, juste je réagis sur la gratuité, je comprends le message, et c'est un message émis pour dire il faut inciter à être dans certaines heures. Mais à tout moment, quand on délivre et qu'on achemine de l'électricité, il y a le coût d'acheminement qui est inclus. Donc, faire attention au terme gratuit, pas laisser croire qu'on pourrait avoir des périodes où c'est complètement gratuit si on optimisait au mieux. Le système électrique est global et à un moment, on répartit dans les signaux prix et dans les espaces coûts l'ensemble de l'équilibre du système. Et c'est bien cette transformation qui doit se retrouver
dans une échelle de temps qui est malheureusement un peu plus longue, dans les stratégies d'adaptation au changement climatique, dans la SNBC, dans la grande PPE 3 que l'on attend de nos voeux, mais qui devra arriver. Donc on a cette notion d'échelle de temps, de dynamique de déploiement des usages, et on va y revenir juste pour ma conclusion. Et puis la dynamique d'adaptation d'infrastructures avec la réglementation qui est sous-jacente. Puisqu'on parlait de dynamique où on est plutôt en train de voir qu'on est en mesure de délivrer et d'accompagner les énergies renouvelables, mais on voit que par rapport à la dynamique d'IRVE, on devrait voir arriver la mobilité lourde. Ça va être un vrai sujet puisque l'impact sur les réseaux va être également important vu la puissance qu'il va falloir mobiliser dans un temps court. On travaille en ce moment avec les constructeurs de camions, les logisticiens pour voir et comprendre quelles vont être leurs logiques dans la supply chain et dans l'utilisation même de cette mobilité lourde. On voit la pompe à chaleur qui a marqué un temps pour un tas de raisons un pas, mais qui va redémarrer. D'ailleurs, l'État est en train de regarder comment accélérer parce que c'est bon pour c'est bon entre guillemets avec l'efficacité énergétique, c'est bon pour la facture, c'est bon pour la planète. Donc, comme disait Christian, il y a des endroits où c'est largement plus déployé. Donc, on voit qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un palier. On va avoir des nouveaux usages qui vont apparaître. On va continuer à devoir adapter l'infrastructure et c'est notre rôle de réseau de distribution. Et on voit cette frontière entre le réseau de transport et le réseau de distribution qui est en train de devenir de plus en plus poreuse, voire de se déplacer. On entend parler de chiffres où en 2050, on aura plus de moyens de production sur le réseau de distribution que sur le réseau de transport. Et donc on va avoir une double régulation, c'est-à-dire un équilibre offre-demande national, historique, si j'ose dire, voire régional, et puis des équilibres d'optimisation locale qu'il va falloir gérer en subsidiarité. Et donc là-dessus, il n'y a pas de magie, ça veut dire du numérique, ça veut dire des moyens, ça veut dire des infrastructures, et donc un coût qu'il faut mettre au regard entre l'usage et le coût du système électrique global. Voilà, c'est cette respirabilité-là qu'on est en train de construire avec nos collègues de RTE. On va mettre l'IA sur le coup, ça a marché. On régulera tout. Non, je rigole, évidemment. Néanmoins, il y a quelque chose sur lequel vous parliez effectivement de la complexité des prix, vous parliez effectivement des problématiques d'équilibrage. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la notion du cloud. Parce que le cloud, ça a un principe de base, c'est que partout où on est dans le monde, on a accès à son information dans les meilleurs laps de temps. Concrètement, ça doit être stocké toujours pas très loin. Et pourtant, les data centers, ils sont donc disséminés tout autour de la planète, donc avec des conditions de prix et d'accès à l'énergie qui sont très diverses. Comment est-ce que vous pilotez ça déjà et puis, est-ce qu'il y a des enseignements que, pour le coup, le consommateur que vous êtes peut renvoyer aux producteurs, aux régulateurs, aux opérateurs de réseau? Est-ce qu'il y a des enseignements à en tirer, la manière dont vous gérez votre énergie et l'approvisionnement? Oui, alors c'est une vaste question. Effectivement, alors sur l'aspect tarifaire, il est compliqué pour nous d'avoir une politique tarifaire des services cloud que l'on va fournir à nos clients qui soit fonction du prix de l'électron dans les juridictions dans lesquelles on opère. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est une part importante de notre PNL, mais enfin, ce n'est pas la grosse part du PNL non plus. Les direct labor costs, le coût de la main-d'œuvre, le coût du foncier, etc., sont des éléments aussi importants à prendre en compte. Donc, ça, on ne peut pas jouer là-dessus. Donc, pour faire simple, là où l'électricité coûte cher, on a des marges plus faibles. Là où ça coûte moins cher, on a des marges plus fortes. Pour autant, on ne peut pas dire qu'on va aller uniquement se mettre dans des pays où on a des coûts d'électricité très faibles. Pourquoi? Parce que le cloud, c'est la promesse d'accès distant à des ressources de calcul et de stockage, mais il y a aussi des contraintes qu'on appelle de latence. Il faut qu'on soit à des distances, et parfois pour certains usages faibles de l'utilisateur final, pour que les systèmes applicatifs fonctionnent. Et puis si on rajoute sous le front de la souveraineté l'aspect de la territorialité des données, et le fait que notamment si on veut se protéger de l'extraterritorialité de certains droits, comme le droit américain ou le droit chinois qui n'est pas vraiment écrit, mais qui explique bien que si on héberge ces données en Chine, on n'est pas sûr que l'État chinois ne les regarde pas. Tout ça, c'est très très complexe. Donc nous, finalement, le travail, c'est de subir ça, mais on le subit en étant, encore une fois, avec une baseline de consommation qui est très claire, un secteur qui organiquement croît, donc on a une consommation 24/7, ok, elle croît, on sait plutôt bien modéliser les trajectoires de croissance, donc on est capable de s'engager long terme, de signer des corporate PPA auprès d'énergéticiens, de faire des demandes de raccordement planifiées dans le temps auprès des gens qui s'occupent du réseau. On est capable finalement de huiler le système. Mais au bout du bout, le gros souci qu'on a, c'est que ce dont on a besoin de la part des énergéticiens, c'est justement pour revenir à ces histoires de cohérence spatiale et de cohérence temporaire, qu'ils nous fassent des offres
qui nous permettent de ne plus avoir à gérer cette complexité-là. Ce n'est pas moi qui vais mettre des batteries dans mes data centers pour récupérer l'énergie par exemple des fermes solaires ou des champs d'éoliennes que j'aurais financés à travers des corporate PPA pour pouvoir justement passer la cloche, stocker et puis utiliser dans les périodes qu'on va appeler creuses d'un point de vue production, mais qui pour nous sont des périodes normales d'un point de vue utilisation. Ce n'est pas à nous de le faire. Deuxièmement, donc l'idée c'est encore une fois d'avoir une intimité avec les énergéticiens qui fassent qu'ils lisent en temps réel nos besoins et qu'ils fournissent en one-stop shop en temps réel l'énergie adaptée. Ça réglera déjà la problématique vis-à-vis de nos clients. Et puis là où ce ne sera pas faisable, eh bien nous, on informe nos clients. C'est-à-dire que nos clients, on leur explique ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quelles sont les efficacités de chacun de nos data centers, le fameux PUE. Et on explique aussi quel est le mix énergétique du pays dans lequel on opère. Et là, on souhaite que l'arbitrage soit côté client, qui, pour le coup, s'ils ont effectivement une fibre environnementale, ils puissent faire les arbitrages de où et quand ils font tourner leurs applications. Néanmoins, il y a des limites aussi à cette flexibilité-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas demander à des clients de bouger ce qu'on appelle les workload IT et faire un follow the sun ou un follow the wind en fonction de ce qui se passe d'un point de vue climatique. Ce n'est pas envisageable. Donc, mais j'aime bien cette notion que vous avez évoquée de flexibilité avec un S. Parce que c'est bien si on travaille sur chacun de ces segments-là qu'on arrivera à optimiser le système. Mais ça demande énormément de connaissances et surtout de la transparence. Et ça, force est de constater que dans le domaine du cloud, tous les acteurs ne sont pas au même niveau à ce niveau-là. Raphaël Lance, vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous avez besoin de visibilité en tant que financier, vous avez besoin d'y voir clair. Est-ce que là, dans les outils de flexibilité, il n'y a pas quelque chose effectivement dans lequel il peut y avoir un relais pour le financier que vous êtes, qui investit donc dans des activités d'avenir et qui sont rentables sur notamment les batteries, le stockage, etc. Oui, tout à fait. Enfin, on a pris en considération cette évolution depuis quelques années. On a commencé à investir dans la mobilité en 2008 et dans la flexibilité depuis aussi 4, 5, 6 ans. On investit dans les batteries, bien sûr, dans les barrages avec Engie, mais dans les batteries beaucoup. Ça fait partie de notre portefeuille d'investissement d'accompagner aussi cette évolution des usages. On croit beaucoup à ce que vous disiez, c'est-à-dire l'adaptation de la consommation à la production de plus en plus avec l'évolution du numérique, avec le pilotage de la consommation dans les heures creuses. Voilà, c'est une évolution qu'on accompagne. Aujourd'hui, les investissements... On investit aussi dans la technologie avec nos fonds de private equity dans le software notamment pour accompagner cette évolution du numérique. Aujourd'hui, ça représente quelle part de votre portefeuille de manière globale et dans la trajectoire? Est-ce que c'est quelque chose qui monte? Alors, si on regarde notre fonds précédent, 15% étaient investis dans des batteries. Aujourd'hui, c'est assez difficile de dissocier, parce que dans tout investissement, que ce soit chez un développeur ou dans un actif, on projette de la flexibilité. Quand vous avez acheté une centrale solaire aujourd'hui, vous anticipez que vous allez y adjoindre une batterie à un moment donné. Donc c'est difficile de faire la part des choses en disant oui, j'investis que dans le solaire ou que dans la batterie. Non, aujourd'hui on investit dans le renouvelable. La flexibilité fait partie du renouvelable, donc ça fait partie des portefeuilles dans lesquels on souhaite se positionner. Et tous les développeurs aujourd'hui ont en tête cette flexibilité, bien sûr, d'adapter leur offre à l'évolution de notre environnement et donc de faire de la flexibilité. Alexandre Cosquier, pour boucler ce deuxième tour de table, alors je suis désolé, je sais que c'est assez pénible, le bruit des verres, etc. Il faudra m'appeler l'architecte, je crois que c'est un cousin de numéro bis, il est allé nous coller la cuisine à côté de la plénière. Voilà, ça fait référence pour certains qui connaissent à Astérix chez Cléopâtre. Pardon, je me suis perdu. Effectivement, ce lien intrinsèque aujourd'hui entre outils de production et outils de flexibilité, est-ce que ça ne veut pas dire, ou est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'à un moment, il faut se dire que pour tout nouveau projet de production d'électricité verte, d'électricité renouvelable, on est contraint d'y adjoindre un système de flexibilité par batterie. Est-ce que ça, on n'a pas une piste? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est illusoire? Alors, à titre personnel, j'aime pas les contraintes. Parce que qui dit contrainte dit... Personne n'aime les contraintes. Voilà, c'est rendre le problème encore plus difficile. Alors qu'on a déjà, je le rappelle, le plus fort taux de bridage en Europe pour l'éolien, à cause des oiseaux, à cause du son, etc. On a des tours, des éoliennes qui sont les plus basses d'Europe, à cause des problématiques liées à l'armée. Donc on a déjà beaucoup de contraintes. Donc j'aime pas les contraintes. Par contre, j'aime beaucoup le marché.
Et le marché, il nous porte vers des offres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est là où on doit aller parce que c'est ce que nous demandent nos clients. Un simple profil solaire ne va pas convenir, j'imagine, à OVH Cloud. En revanche, si on vient les voir en disant bah, écoute, moi j'ai fait un PPA où j'ai mis du wind, du solaire, on a la chance d'avoir un gros portefeuille hydroélectrique également en France, très très gros. Des actifs voilà, le long du Rhône, dans le sud-ouest, on en a au Portugal qu'on a acheté avec Mirova également. Donc on met de l'éolien, on met du solaire, on met de l'hydroélectrique, on met de la batterie. Et peut-être, pour 1% du cas, on va mettre des centrales thermiques, mais qu'on va décarboner avec de l'hydrogène, avec du méthane vert. Et je vous garantis du 24/7 à 99,5%, 100% du temps à un prix compétitif. Ça y est, on a un deal. Donc un Tout le monde est foisonnement trans-énergie verte. Évidemment, c'est ça la clé. C'est à la fois une diversification de la base d'actifs et aucun actif seul ne répondra à la transition énergétique, au problème de la transition énergétique. Donc plusieurs actifs, de la consommation qui devient flexible, des actifs aussi qui deviennent flexibles. J'ai oublié, les actifs renouvelables commencent à participer au service ancillaire. C'est un peu technique, mais on est capable de moduler à la hausse et à la baisse. Pas qu'à la baisse, à la hausse aussi, même avec l'éolien. On les bride un petit peu et hop, on les laisse produire un petit peu plus. Donc des actifs, de la consommation qui peut être plus ou moins flexible, on en a parlé, le B2C par exemple. Puis vous rajoutez là-dessus de l'énergie management, de la gestion de la donnée en temps réel. Et là, vous avez l'équation qui permet de répondre à ce besoin de 24/7. Ça ne se fera pas demain matin, mais on est en train de faire les premières offres dans certains pays de 24/7. Donc on y est en fait. Christian Buchel, vous vouliez réagir? Non, j'étais en train de me faire une Avant réflexion. qu'on passe le micro dans la salle, ou en tout cas qu'on essaye de passer le micro dans la salle, des fois qu'il y a des questions. J'étais en train de me faire une réflexion très générale, parce que je crois que c'est vous qui avez dit à un moment, ça fait 15 ans que je viens, et donc ça fait 15 ans qu'on dit, alors j'ai pas la chance de venir depuis 15 ans, mais qu'on dit il faut des politiques publiques, il faut de la constance, il faut pas des allers-retours, etc. Alors moi qui travaille dans le secteur depuis 25 ans, j'entends 25 ans la même chose. Hein. Et j'étais en train de me dire, en vous entendant, en t'entendant dire non, pas contrainte marché, je pense que vraiment, la profession, on a intérêt à rentrer dans le fond des sujets, hein, parce que je ne sais pas quel moment, mais il y aura des présidentielles à un moment. Je pense qu'y compris le marché va être discuté. On l'a vu d'ailleurs quand il y a eu le blackout en Espagne, on a dit oh là, mais c'est quoi tout ça? Bon, on a toujours voilà. Donc, je pense que les basiques qu'autour de la table, là, c'est facile de partager. Les partager dans la population, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que plutôt que d'aller sur le sujet, là, on va dire constance dans les décisions, dans la visibilité, je pense qu'il y a par contre dans nos sociétés démocratiques et modernes, j'allais dire, on a un basique, c'est vous qui l'avez dit aussi, c'est sur quelque part la fiscalité. Parce qu'on est dans un secteur, alors j'espère évidemment qu'on aura cette PPE, on s'est battus tous pour. Mais il y a bien quelque chose qui rassemble et qui est un vecteur fondamental, peut-être encore plus que le marché, pardon, c'est la fiscalité. Et je pense que peut-être le temps est venu qu'on se mette d'accord aussi pour dire mais comment on demande à nos gouvernants, qu'ils soient français ou européens d'ailleurs, qu'ils soient français ou européens, il y a des pays qui commencent à bouger plus vite que nous sur le sujet, comment est-ce qu'on aligne les politiques publiques sur le climat avec la politique publique énergétique? Comment on aligne la politique publique de souveraineté avec la politique énergétique? Parce que là, c'est sûr, ce n'est pas seulement un stop and go. C'est si la fiscalité, ce qui est le cas aujourd'hui en France, hein, dramatiquement, si on prend le gramme de CO2, on fiscalise 11 fois plus l'électricité. Donc là, vous avez demandé des chiffres, vous allez sur le site de l'UFE, vous retrouverez les chiffres. On fiscalise 11 fois plus le kilowattheure qui a pas de carbone ou quasiment pas de carbone en France que tel ou tel vecteur hydrocarbure. C'est hallucinant. Mais même si on prend au mégawattheure, c'est pareil. Hein, donc ce qu'on appelle l'assise, c'est 2 à 3 fois plus selon telle ou telle énergie, alors que c'est souverain, c'est décarboné et disponible dans le pays. Donc c'est juste pour passer le message que peut-être, bien sûr, il faut qu'on continue à aider nos décideurs politiques.
sur les décisions structurantes de visibilité, mais je pense que ça va plus loin que ça. Et la fiscalité est un outil qui structure depuis enfin, je veux dire, le fondement même de nos sociétés, comment on vit ensemble. Ben, il y a une fiscalité qui permet de financer des hôpitaux, qui permet de financer l'école de nos enfants, etc. Et ben, je pense que la fiscalité énergétique, pour moi, c'est un sujet majeur, à la fois français et européen, par rapport à nos objectifs de climat et de souveraineté, de compétitivité. Merci de cette précision. Alors, comme je le proposais, de faire passer un micro dans la salle, voir si nous avons des questions ou des réactions. Oui, Nicolas Wolf au premier rang, à qui je vais transmettre le micro directement. Ah bah non, monsieur. Merci, bonjour à tous, Nicolas Wolf, Boralex. Une question pour Mathias, plus précisément. Christian, tu as mentionné le blackout en Espagne. Très récemment, on a vu un rapport qui expliquait que le risque était toujours présent. Et je voudrais avoir ton sentiment, Mathias, sur la situation française. Est-ce qu'on est à l'abri de ce genre d'événement ou est-ce que nous aussi, on pourrait être confrontés à ce genre de problème technique? Alors, je me demandais qui allait poser la question. Alors, vous avez vu qu'il y a un premier rapport qui a été publié. Alors, c'est pas moi qui vais vous donner tous les détails déjà parce que c'est une approche systémique. Il y a un GT qui a été fait au niveau des transporteurs européens. Il y a un travail qui va être fait maintenant chez les distributeurs, parce qu'on voit bien qu'il y a une interface que j'évoquais tout à l'heure, c'est à la frontière, parce que certains moyens de production étaient sur le réseau de distribution, d'autres sur le réseau de transport. Ce qu'on peut en dire à ce stade et de ce qui a été relaté factuellement, et les préconisations arriveront dans un second temps, puisque le travail se poursuit, c'est que cette temporalité qu'on évoquait, elle est de plus en plus d'impact, et la nature même des moyens de consommation, des moyens de production, à un instant T, maintenant, a un impact. C'est-à-dire que, pour faire court, un système électrique, vous le pilotiez à la fréquence, à la tension, et ça se passait bien. Maintenant, va falloir le piloter à la fréquence, à la tension, à l'inertie, au réactif, avec une interdépendance de ces différents facteurs, puisqu'on a de plus en plus de moyens de production qui sont non pas avec une inertie mécanique comme une turbine de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes, et qui, de fait, l'inertie mécanique entraîne une inertie électrique, mais plutôt des systèmes qui sont reliés par de l'électronique de puissance. Et l'électronique de puissance aujourd'hui, sans être trop technique, elle va chercher sa référence fréquence sur le réseau. Et elle n'est pas en injection en source de tension. Donc, on parle de grid forming. Donc, à certains moments, il faudrait être en mesure de pousser quelque part la bonne fréquence plutôt qu'amplifier un phénomène de fréquence qui est en train de se déformer, y compris avec des phénomènes de tension. Et si vous ajoutez les pulsations de fréquence que l'on a pu constater dans ces différents incidents, on voit que les paramètres de pilotage même d'un système électrique vont changer. Voilà, c'est les premiers enseignements, sans dire de où ça vient, de qui est la faute. Ce qu'on voit, c'est qu'on a factuellement constaté des pulsations en fréquence et des variations fortes de tension qui ont entraîné des moyens de production qui se sont désolidarisés du réseau parce qu'il y a un système de protection. D'autres qui étaient en consommation, qui pour d'autres raisons se sont déconnectés. Il faudra maintenant, et c'est le travail qui est en cours, analyser plus précisément quelque part minute par minute, voire seconde par seconde au moment critique ce qui s'est passé. Ce qu'on peut retenir de cet enseignement, c'est que ces équilibres nationaux, locaux que j'évoquais sont de plus en plus complexes et que c'est maintenant le travail qui doit être le nôtre dans cette transition des usages vers l'électricité et cette gestion de la répartition géographique auquel s'ajoute une répartition temporelle des moyens de production et des moyens de consommation. C'est ces équilibres-là qu'il faut le mieux ajuster. Je pense que au-delà des aspects techniques, il y aura aussi des aspects régulatoires, des aspects prévisionnels. C'est quel rôle joue chaque nouvel acteur dans le système électrique en matière de prévenance, en matière de participer quelque part à la flexibilité qui sera induite du système électrique. Quel rôle que chacun va devoir jouer dans cette transformation et ces nouveaux équilibres. Réponse complète. Merci à vous. Jean-Yves Grandidier. On enchaîne les présidents. Jean-Yves Grandidier, donc Valorem. J'étais très content là, de la dernière intervention de Christian Michel là, sur la fiscalité. Et je voulais là, parler justement d'un domaine, on parle d'électrification des usages, en particulier
le fait de pouvoir faire de la chaleur chez les industriels avec des renouvelables électriques. Aujourd'hui, le cadre réglementaire ne le permet pas. On n'a pas droit au fonds chaleur pour se payer une chaudière électrique ou même le stockage. Donc effectivement, et là, on a un bon moyen de stocker de la chaleur, au moins la chaleur basse température, à pas très cher, pour alimenter nos industriels qui consomment leur chaleur aussi en été. Donc au moment où il y a justement ces surplus solaires qu'on pourrait justement stocker ou qu'on pourrait effectivement produire cette chaleur. Et par contre, quand on fait arriver de l'électricité peut-être à zéro, mais effectivement il faut payer l'acheminement. Donc, alors le TURP évolue, on l'a dit, mais ça ne va pas assez vite. Si j'ai un petit industriel qui a une chaudière d'un mégawatt, c'est quand même encore un coût de TURP qui est assez élevé. Et puis surtout, il y a l'accise, 33 € par mégawattheure. Et on voit que le gaz, lui, n'est pas taxé au même endroit. Alors, je ne sais pas comment Engie, vous êtes à la fois sur l'électricité et sur le gaz, mais il y a effectivement un désavantage compétitif complet pour qu'on puisse faire de la chaleur et décarboner en fait la chaleur chez nos industriels. C'est 200 TWh de chaleur industrielle qui sont carbonés encore à 77%. Et donc là, il y a quand même vraiment un vrai problème, au moins sur ce créneau-là, à essayer de mettre en place un cadre réglementaire qui permette de pouvoir effectivement faire de la chaleur avec des renouvelables électriques et pas seulement avec du bois, avec du gaz renouvelable, etc. Ça peut être aussi une bonne partie de la chaleur industrielle en particulier qui pourrait être faite de cette manière-là. Merci. Alors, Grégory Lebourg de OVH Cloud ne pourra certainement pas répondre totalement à votre demande, mais par contre, il pourra apporter les informations par rapport à la valorisation de la chaleur fatale qui est issue donc de ces data centers alimentés aux énergies renouvelables. Oui, parce que finalement, nous, dans ce système que vous revendiquez de création de chaleur fatale, de création de chaleur, pardon, nous, on est finalement un passe-plat. Hein. On prend de l'électricité, mais cette électricité ne nous sert pas à transformer de la matière, elle ne nous sert pas à nous mouvoir, elle nous sert en fait à faire fonctionner des éléments électriques qui, par effet Joule, produisent de la chaleur. Et comme j'expliquais, dès lors qu'on a des solutions de refroidissement un peu sioux, on récupère entre 85 et 90% de cette chaleur au cœur, donc avec beaucoup d'efficacité. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le réemploi de la chaleur fatale de notre industrie. Donc pour faire simple, hein, les 520 gigawattheures d'électricité, aujourd'hui, je suis quasiment capable d'en amener 450 sous forme de chaleur. Le gros challenge que l'on a, c'est qu'on est sur des consignes de température plutôt basses. Même si là encore, OVH Cloud est plutôt en avance par rapport au marché, puisque nous, notre branche chaude, ce qu'on appelle la branche chaude en sortie de data center, on est à 45-47 degrés, là où la moyenne est plutôt aux alentours de 20-25 degrés. Donc on est déjà sur une consigne de température qui intéresse les exploitants de réseaux de chaleur, puisque le dimensionnement de la pompe à chaleur pour augmenter l'électricité est plus faible, moins de capex et surtout moins d'opex pour l'électricité pour nourrir les pompes à chaleur. Alors, c'est compliqué ces projets-là parce qu'il faut effectivement qu'il y ait un corps intermédiaire qui fasse l'intermédiation entre le producteur de chaleur, nous-mêmes, encore une fois, 24/7, donc ça c'est plutôt pas mal comme donnée d'entrée, et puis un récepteur de cette chaleur. Et ça c'est assez compliqué, mais force est de constater, parce qu'on a beaucoup fait de bashing sur les pouvoirs publics, qu'aujourd'hui il y a une grande maturation au niveau notamment des élus locaux pour promouvoir ces projets-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très souvent en cheville, soit ils sont co-exploitants du réseau de chaleur, c'est une entreprise d'économie mixte, ou alors ils ont un pouvoir en fait de délivrer des permis de construire pour les data centers qui leur permettent de mettre des clauses sur le réemploi de chaleur fatale. Donc je vois beaucoup de choses se passer. On est en train de le faire, nous, sur Lille, sur Strasbourg, en Allemagne. Ça se généralise. Aux États-Unis, pour l'instant, ils n'en parlent pas. En Asie, encore moins. Mais en tout cas, en Europe, on voit que c'est important. Et puis, il y a aussi la régulation. On a beaucoup critiqué la régulation. Mais la réglementation de notre industrie, il y a la directive européenne d'efficacité énergétique des data centers qui a fixé tout un tas de contraintes sur l'efficacité énergétique, hein, donc le fameux PUE, sur la nature du mix électrique que l'on doit utiliser, qui doit être le plus décarboné possible, donc 100% d'énergie renouvelable dans le mix pour se projeter sur la cible, mais aussi sur du réemploi de chaleur fatale. Et là, pour vous donner un exemple, la loi d'application en Allemagne, elle fixe un ramp-up à 2030-2035 où on parle à terme de 20% de récupération de chaleur fatale. Et c'est qu'un début. Donc,
Objectivement, je ne vois pas de raison qui font que ce ne sera pas une réalité, en tout cas nous en tant que passe-plat, parce qu'on n'est pas producteur d'énergie, en tout cas de céder ces calories. Et je dis bien céder parce que derrière, il n'y a pas de business model pour nous. Il n'y en a pas. Je veux dire, je la revends 1 euro du mégawattheure, 2 euros du mégawattheure, ça me paye ma tuyauterie, mes échangeurs à plaques, ça suffit. On n'est pas là pour faire de l'argent avec ça. Et donc je pense qu'il y a quand même une bonne dynamique aujourd'hui. Effectivement, même si les usages dont vous parlez, c'est des usages industriels, a priori, qui nécessitent beaucoup plus de température. Non, mais juste. Christian Buchel, non, pour le mais- mot de la fin. Non, mais merci. Je trouve que le fait de parler fiscalité, et ça vous fait poser cette question, je ne vais pas répondre de façon précise, si ce n'est que dire, effectivement, vous avez donné des chiffres sur l'assise. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, moi, je n'ai ni dans la critique de la régulation, ni des pouvoirs publics, mais à faire des propositions. On fait des propositions. Et c'est votre question très intéressante parce que vous voyez bien que c'est la fiscalité qui a déclenché cette question. Comment, et la fiscalité, elle structure. J'ai parlé de la santé, qu'on parle des hôpitaux, des écoles. Et je pense que la fiscalité de l'énergie, y compris le thème que vous dites, comment entre la chaleur et l'électricité, comment une assise à 33 € pour un produit qui est fait dans notre pays, qui est décarboné, empêche effectivement de faire de la décarbonation de chaleur et d'utiliser cette chaleur dans les territoires. Donc moi je crois beaucoup à y compris au plan européen, parce que les objectifs climatiques, c'est pas que la France. Vous savez, on soutient complètement de garder cet objectif sur la mobilité, par exemple. Et pas 10 ans avant, déjà dire « Oh là là, ça va être trop compliqué, tu sais pas quoi, on va appuyer sur le frein ». Donc je pense que la fiscalité a le mérite aussi de sortir quelque part du thème énergétique pour pas donner l'impression qu'on est quelque part mono-orienté. On dit comment la société fonctionne ensemble. Est-ce qu'elle veut être souveraine ? Est-ce qu'elle veut être compétitive ? Est-ce qu'elle veut combattre le climat ? Et vous tombez sur la fiscalité énergie que effectivement nous appelons à réformer assez fondamentalement. Non, c'est vraiment le moment de la fin. En plus, comme vous l'avez, ça ne vous aura pas échappé, le déjeuner est servi depuis le temps qu'on entend des montagnes de verre et de couverts, et puis qu'on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Désolé Fabrice, merci à vous d'avoir participé à cette table ronde très instructive et éclairante. On peut effectivement les remercier.